Bonsoir messieurs, merci de votre fidélité tout au clair ce mercredi pour votre plaisir, votre bonheur. Cette émission du soir, le talk show qui nous permet d'être en phase avec l'actualité. Et ce soir, nous allons nous consacrer aux élections régionales d'ici décembre 2020 prochain. Ce sont les toutes premières élections régionales que le Cameroun se prépare à organiser à travers le triangle national. Des circonscriptions vont rentrer en ébullition dès samedi prochain, date du démarrage effectif de la campagne électorale en vue de ces élections régionales qui vont ainsi, ainsi parachever le processus de décentralisation en cours depuis un peu plus de 22 ans déjà, mais quel peut être l'impact de ces élections pour la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais davantage pour le Cameroun tout entier. C'est la question, la problématique au cœur du débat ce soir dans le cadre de cette émission de Tout au clair sur la télévision du monde, une émission qui va davantage faire la part belle à ces élections régionales, surtout au lendemain de la rencontre, la deuxième rencontre semestrielle des gouverneurs des régions. Un focus a été mis autour de cette problématique avec bien évidemment l'accent sur la tenue effective de ces élections régionales avec en maître mot la transparence et la crédibilité du scrutin, mais bien plus la sécurité de ce processus électoral. Nous en parlerons dans le cadre de cette émission de Tout au clair avec nos invités. L'émission se veut être interactive. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à nous accompagner à travers vos différentes contributions 6,99 57 30 26 6,99 57 30 26 ou alors LTN TV officiel. Vous faites partie de ces nombreux Camerounais qui nous accompagnent à l'intérieur comme à l'extérieur du pays dans le cadre de ce talk show du soir sur la télévision du monde. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, la présentation de notre panel. S'il vous plaît, prenez le temps d'être véritablement connectés. À tout de suite. Nous revenons sur le plateau du débat avec nos différents acteurs, nos invités du soir dans le cadre de ce programme interactif. Et parmi nos invités, le représentant du Social Democratic Front, il est par ailleurs juriste et il est avec nous ce soir. Avec lui, nous ferons le tour de la question posée sur la table du débat, notamment la question de ces élections régionales du 6 décembre 2020 prochain. Quel impact pour le pays tout entier? C'est la question sur la table du débat ce soir. Il est donc là. Lui, c'est M. Ismaël Donke. Il est avec nous ce soir. Ismaël, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous les copanélistes et bonsoir à tous les millions de téléspectateurs de la télévision du monde. Merci à vous de nous accompagner encore ce soir. C'est un plaisir renouvelé. Merci à vous. Autre acteur à nous accompagner ce soir, il vient du parti ou du peuple uni pour la rénovation sociale. C'est le plus haut responsable en matière de communication dans cette formation politique de l'opposition avec des conseillers municipaux. Serge Gauthier, Olanina, bonsoir. Bonsoir, monsieur Moutondé, et merci infiniment pour cette invitation. Merci également à vous et davantage au premier secrétaire du poste qui est toujours sur le terrain. Ah oui, monsieur Serge Matomba est toujours sur le terrain et notre dernier champ de bataille, c'était cette affaire en rapport avec les actes de naissance. Vous savez, nous avons pondu, notre premier secrétaire a pondu des tribunes dessus il y a 1 ou 2 mois concernant à la fois les actes de naissance, mais également les cartes nationales d'identité. On est juste content que le problème soit porté au niveau de la chambre basse du Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. On est content qu'on parle aujourd'hui des passeports, mais le problème des cartes nationales d'identité lui reste pendant. Il urge qu'il soit résolu. Merci à vous de nous accompagner également ce soir, Serge Gauthier Onanina du Peuple Uni pour la rénovation sociale. Le RDPC également est là ce soir dans le cadre de ce débat du soir sur la télévision du monde. Anissa Dupixmani, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir à vos millions de téléspectateurs à travers le monde. Merci une fois pour le plaisir que vous faites à mon parti politique, le RDPC, en l'invitant sur votre plateau pour essayer avec d'autres acteurs de la vie politique nationale, les régionales qui nous attendent le 6 décembre prochain.
Merci à vous, c'est M. Anicet Dupuis-Mani. On va rester avec vous, si vous le permettez, bien évidemment. Une actualité dense et notamment cette sortie du ministre de l'administration territoriale pour la Tangandi, à la fois à travers un arrêté et ensuite à travers un communiqué de presse pour davantage prendre une décision forte de signification, une décision interdisant désormais d'activité le mouvement 10 millions de nordistes. Décision excessive, dure, ou alors une décision qu'il va tout de même prendre? Déjà, nous, au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, nous rejetons d'abord toute idée, toute association, toute initiative qui tend, n'est-ce pas, à privilégier les intérêts communautaires. Là, il faut bien le dire, parce qu'aujourd'hui, si nous sommes arrivés à la crise anglophone, certaines personnes oublient également qu'il s'agit d'une crise identitaire, bien qu'il s'agisse d'une crise identitaire coloniale. Mais aujourd'hui, nous sommes révulsés, en fait, nous révulsons tout ce qui est qui entre dans le cadre, n'est-ce pas, des mouvements identitaires, parce que nous disons au sein du LDPC que le Cameroun a besoin justement de nos spécificités. Le Cameroun a besoin de notre unité malgré notre diversité pour se développer et pour aller très loin. Et si je me réfère à la note du ministre en charge, n'est-ce pas, du territoire, il fait référence, n'est-ce pas, non seulement sur la forme, n'est-ce pas, d'association, à savoir l'association n'est pas légale. Nous avons une loi dans ce pays, n'est-ce pas, la loi du 19 décembre 1990 qui organise, n'est-ce pas, les associations, la loi numéro 90/53 qui organise la vie des associations dans notre pays, qui dit comment est-ce qu'on crée une association, et il faut qu'on reste dans la loi si on veut évoluer dans la République. Et là également, maintenant, en dehors du fait de la non-existence légale de cette association, nous avons également le budget. Le budget est remis en question à ce niveau parce qu'il s'agit de la défense des intérêts communautaires. Et qui dit défense des intérêts communautaires veut dire également, veut dire par la même occasion l'opposition, n'est-ce pas, à d'autres communautés qu'on soit privilégiées, soit liées dans la République. Or, ce n'est pas de cette façon qu'on va arriver à construire l'unité nationale. C'est pas avec cette logique qu'on va construire le vivre ensemble, parce qu'il y a une chose qui est sûre, et tous les Camerounais le savent, les Camerounais ont les mêmes problèmes. Ils ont les mêmes problèmes, qu'ils soient du nord, qu'ils soient de l'ouest, qu'ils soient du sud, qu'ils soient du centre. Ils ont les mêmes problèmes. Et nous devons avoir le réflexe de la défense nationale. Nous devons avoir le réflexe de poser des problèmes au point de vue national et de sortir de nos égoïsmes identitaires pour parler au peuple camerounais dans son entièreté. La loi dure, mais c'est la loi donc dans le cadre de cette sortie de Paul Tangandi, c'est le patron de l'administration territoriale. Est-ce que le ministre de l'administration territoriale est dans son rôle et dans son droit au regard de cette sortie de ce mercredi? Bon, je pense que les multiples sorties, je prends ça sûrement hasardeux, c'est parfois très belliqueuse de monsieur le ministre, nous poussons aujourd'hui à nous interroger une fois de plus sur l'intérêt de cette autre sortie, parce que nous savons que sur 9 de ces 10 dernières sorties, 9 de ces 10 dernières sorties ont toujours eu un caractère un peu discutable. C'est vrai que l'essentiel à retenir ici, c'est la préservation de l'unité nationale. Si on se rend compte à un moment donné que les intérêts de la nation sont mis en difficulté pour la simple raison que nous avons une fraction c'est-à-dire qu'une certaine tribu qui s'élève pour se revendiquer un certain nombre de droits qui pourraient susciter en d'autres tribus une certaine révolte, il est important qu'au niveau, pour essayer de stabiliser les choses, ne pas laisser les choses s'enliser comme on a remarqué au nord-ouest et au sud-ouest. Vous voyez, parce que tout part de là. On a vu des gens revendiquer des choses et à la fin, c'est arrivé à un certain niveau. Il faut aussi remarquer que si
monsieur Atangandi est arrivé à dénoncer cet aspect des choses, c'est certainement parce qu'on a on a plusieurs autres associations qui fonctionnent dans le même registre de l'illégalité, comme il prétend le dire. Mais c'est juste que cette autre association a un agenda qui ne correspond pas à celui que promeut le gouvernement, parce que je pense que si ils avaient dans leur agenda, dans leurs différentes sorties des motions de soutien au président de la République, je ne pense pas qu'à ce moment ça créerait un problème. On a d'autres associations, on a 10 millions, on a le CGN, on a 10 millions de nordistes. Je pense que dans la Damawa, ils ont aussi une autre association qu'ils ont créée parallèlement parce qu'eux ne se reconnaissent pas comme avec ceux du Nord. Donc nous pensons simplement que si le gouvernement se réveille aujourd'hui pour défendre l'intégrité ou bien le vivre ensemble, c'est une très bonne chose. On espère que ce n'est pas seulement ça, mais nous demandons davantage à ce gouvernement de poser les actes qui sont à même de ne pas révolter davantage les personnes, les ressortissants des différentes tribus, parce que si nous arrivons à ces fins, c'est certainement parce que ce gouvernement a entretenu certaines frustrations et puis nous en sommes finalement arrivés. Donc la charge à monsieur le ministre et au gouvernement tout entier à mener les actions de façon à ce que dans son unité, que les différentes composantes de la société et de la nation se retrouvent de façon équitable. Et pour l'équité dans cette affaire-là, dans la gestion des organisations, des associations, c'est deux poids, deux mesures, ou alors simplement le respect stricto sensus de la loi au regard de cette sortie de Paul Atangandi. Écoutez, on peut apprécier ce problème de deux façons. Au niveau juridique, c'est-à-dire que l'association en question, si elle estime que l'argumentaire, l'exposé des motifs présentés dans le communiqué de presse par le ministre de l'administration territoriale n'est pas pertinent, ils peuvent aller en justice et contester ces décisions devant le juge administratif en espérant qu'ils sont déjà légales. Mais on peut aussi faire une appréciation politique de la chose en se posant la question de savoir quel est le lobby qui se cache derrière 11 millions. Je prends deux indicateurs. 10 millions de nordistes. 10 millions de nordistes. Deux indicateurs récents. Le premier indicateur, c'était la revendication du pourcentage du quota à l'homme et puis dans la diplomatie camerounaise. Donc c'est un débat sur les postes. Sauf que moi j'ai un problème avec ça, et nous, plus, on a un problème avec la méritocratie et ce débat sur les postes. Première réflexion. Pourquoi 10 millions de nordistes ne revendiquent que les postes qui ont trait au commandement aux finances? C'est-à-dire que on s'intéresse à l'ENAM, on s'intéresse à l'école de police, on s'intéresse à l'ENIA, on s'intéresse à l'IRIC, au poste de responsabilité dans le gouvernement, ainsi de suite. On ne s'intéresse pas aux enseignants. On ne s'intéresse pas à ceux qui travaillent au ministère de l'Agriculture. On ne s'intéresse pas à ceux qui sont infirmiers. On ne s'intéresse pas aux fonctionnaires des affaires sociales. Ça veut dire qu'ils sont nés avec 10 millions. La question, il faut la poser avec beaucoup de pertinence. Parce que quand on dit qu'on fait un plaidoyer pour le bien-être de sa communauté, on le fait de façon générale. Tout le monde dans cette communauté, s'ils sont 10 millions, tout le monde ne peut pas être cadre de l'administration si on respecte les quotas. Est-ce que donc dans les autres corps de métier, il n'y a pas de population dans cette communauté qui a besoin, elle, de s'insérer socio-professionnellement dans les autres corps de métier si elle n'est pas une élite? On comprend donc facilement que c'est un problème de lobby d'élite qui veut se positionner, qui veut positionner les siens et en utilisant le bas peuple. Premièrement. Deuxièmement, ça créerait du point de vue politique de frustration auprès des autres communautés, qui verrait qu'il y a une sorte de favoritisme ou alors de faveur qu'on fait à certaines communautés et chacun revendiquerait. Moi je pose toujours la question de savoir en quoi est-ce que, et on est bien d'accord que l'équilibre régional c'est pour apaiser, créer une harmonie socio-politique. Mais en quoi est-ce que c'est un ressortissant de l'Ouest ou du Sud ou du Nord
moi qui est ministre des Finances et pas quelqu'un de chez moi ou d'une autre communauté où il n'y a jamais eu de ministre. Pourquoi ça doit toujours être des quotas comme ça indéfiniment? Vous voyez, si on va dans cette logique, dans la logique de cette association, ça attire, ça commence à réveiller les suspicions, ça commence à soulever les intérêts et ça pose donc le problème de ce qu'on a, l'entrave à l'unité nationale, à la cohésion pacifique et à l'intérieur, à la coexistence pacifique et à l'intérieur même du Grand Nord, il y a des élites qui ont commencé à mettre ça en avant parce qu'ils ont vu le problème. Ils ont vu, parce qu'on a l'impression que ce sont des élites qui jouent un contrepoids pour étouffer l'influence de cette association. C'est aussi là, mais il y a d'autres ces revendications dans d'autres communautés, notamment dans le Mozo, nous ont montré vers quoi cela peut conduire. Encore que là-bas, on a un problème de cohabitation politique. D'accord, pour chuter. Donc, pour chuter, moi je dis, si l'association considère que le ministre est dans l'illégalité, elle n'a qu'à aller en justice, mais le problème politique est posé. Les revendications, il n'y a pas de communautés dans le Cameroun qui sont faites pour occuper les fonctions là où il y a l'argent et le pouvoir et le commandement, et d'autres qui sont pour être là des sous-fifs. Il faut revendiquer de façon globale. La revendication doit être complète, entière, totale et sincère. Merci beaucoup à vous pour cette contribution. C'est pour l'entame de ce programme de ce soir de Toute Claire sur la télévision du Monde. Nous avons pris comme ça à l'entrée cette sortie du ministre de l'administration territoriale pour la Tangandi, un arrêté signé ce mercredi pour ainsi mettre un terme aux activités jusqu'ici jugées illégales du mouvement 10 millions de nordistes, mouvement qui d'après le communiqué va à l'encontre des préceptes et même des valeurs fondamentales du Cameroun, et pour cela il faudrait stopper sans fin immédiatement et dans le bref délai l'activité de cette organisation qui n'a pas tenu à respecter les lois et règlements de la République. Nous revenons sur le sujet principal de ce soir, et ce sujet porte essentiellement sur ces élections régionales du 6 décembre 2020 prochain, des élections avec une forte coloration d'insécurité, mais au-delà, ou alors en attendant cette assurance pour ce qui est de ces élections, qu'en est-il véritablement? Serge Gauthier Onamina, vous êtes du peuple uni pour la rénovation sociale, vous allez certainement prendre part à ces élections régionales. À quelques jours du lancement effectif de la campagne électorale, y a-t-il une véritable ébullition ou une véritable effervescence au sein de votre état-major et un peu sur l'ensemble du triangle national? Alors, je ne sais pas s'il faut qu'il y ait une effervescence. C'est une élection qui a une particularité, c'est qu'elle est indirecte. Cela veut dire que ce n'est pas une élection populaire où tous les 7 millions d'inscrits des Camerounais inscrits sont censés être appelés à voter. Mais c'est plutôt des représentants, c'est-à-dire les conseillers municipaux dans le cadre purement politique et les chefs traditionnels dans le cadre traditionnel qui sont à la fois des électeurs et avec des potentialités de candidature. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de meeting de masse. Encore qu'aujourd'hui en politique, il a été démontré que le meeting de masse n'a pas toujours son efficacité parce que celui qui est là ne donne pas la garantie qu'il est un inscrit. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a également décentralisé l'élection chez nous au PUS, mais avec une stratégie pensée de façon collégiale au niveau du bureau politique national. On a donné la possibilité aux équipes départementales de mener campagne de façon libre au niveau départemental en touchant le corps électoral comme il se devait, la cible qui est celle des conseillers municipaux avec un projet de société, le programme politique, mais également des techniques de communication. Donc, à ce niveau, si c'est de cela qu'il est question, évidemment, il y a une effervescence, il y a eu un travail de fond sur les éléments de langage à utiliser, sur les mécanismes pour atteindre la cible également, mais sur le mot, c'est-à-dire le discours original qu'il faut tenir, parce qu'il ne faut pas se voiler les yeux. Le RDPC a une majorité obèse. Maintenant, il faut tenir compte du contexte, des enjeux, des difficultés que les uns peuvent avoir, et c'est là où on joue. La partition dans laquelle, la partition de la division, on joue dessus, il y a des déçus
dans les appareils. Et il faut donc trouver les éléments de langage, les techniques d'approche pour pouvoir... Il y a des gens qui ont envie de se venger parfois par rapport à une élite. Et M. Manissouri, il sait de quoi je parle, à des élites qui leur ont fait des coups bas en tant que conseillers municipaux, aux partis qui ne leur a pas toujours été reconnaissants par rapport à une trajectoire politique sur la durée. Ces gens-là ont envie parfois de sanctionner à la fois leur parti, leur appareil, mais également une élite qui est nuisible à l'intérieur, et c'est le lieu pour nous d'en profiter. Pour répondre encore à votre question, nous sommes allés à cette élection parce que les gens se posent la question, pourquoi être allé à cette élection? D'abord pour des questions de cohérence politique. On ne peut pas avoir été à une élection municipale et ne pas avoir envisagé aller au régional. Maintenant, ceux qui n'y vont pas ont aussi leurs raisons. Deuxièmement, on ne peut pas se plaindre de ce que tout est hyper centralisé on est dans ce qu'on appelle un État jacobin, et qu'avec la décentralisation, il y a un délaissement à travers un transfert de pouvoir, et que cela, et que nous jouons, on a la possibilité de jouer notre partition, on refuse de jouer cette partition parce que ce ne serait pas parfait. Rien n'est jamais ni parfait ni acquis dans le monde, mais c'est en y étant qu'on bouscule les imperfections pour pouvoir aujourd'hui. Et enfin, la dernière raison pour laquelle nous allons à l'élection, c'est que ce n'est que quand on a une position de pouvoir qu'on décide de comment le monde ou la société fonctionne. Ce n'est pas dans la rue. Merci pour cette première réaction autour de cette problématique. Ismaël, avec vous également, on va justement comprendre davantage les raisons. On le sait, le Social Democratic Front a fait le choix de ne pas participer à ces élections régionales, mais davantage, pourquoi ne pas y aller alors que vous avez participé pleinement aux élections municipales et législatives, élections qui vous donnaient davantage la possibilité de participer à ce scrutin qui arrive le 6 décembre prochain? Oui, vous savez, le refus du SDF de ne pas participer à cette élection relève simplement c'est-à-dire que d'un principe simple, celui de la malhonnêteté du système en place. Malhonnêteté? Oui, la malhonnêteté. Qu'est-ce que vous avez la malhonnêteté? Parce que, voyez-vous, lorsque nous sommes allés aux élections législatives et municipales, après le grand dialogue national, le gouvernement avait pris et avait donné des garanties de ce que les élections dans le nord-ouest et le sud-ouest devraient se passer dans des conditions acceptables, disons acceptables, parce qu'on sait qu'à ce moment, la situation était déjà beaucoup plus dégradée. Alors, face à une situation dans laquelle les élections n'ont pas eu lieu, et le Conseil constitutionnel a constaté avec nous, on a annulé ces élections, malgré qu'on ait repris les élections, nous sommes revenus à charge pour rappeler au Conseil constitutionnel de ce que l'élection n'a toujours pas eu lieu parce que il n'y avait pas le retour dans la zone des habitants. Dans les régions du nord et du sud-ouest à cette époque et jusqu'à aujourd'hui, ce sont les militaires qui ont voté. On a des candidats du SDF qui se sont fait kidnapper simplement parce qu'ils avaient déposé les candidatures. Pour avoir candidaté, ils ont été kidnappés. Nous avons eu ici au sud-ouest plus de 40 camarades qui ont été kidnappés simplement parce qu'ils avaient candidaté. On a des militants qui ont vu leur maison incendiée. On a vu des personnes qui ont été tuées simplement pour avoir candidaté pour participer aux élections législatives et municipales. Or, on nous avait donné des garanties de ce que tout devait se passer dans des conditions acceptables au niveau de Yaoundé. On s'est dit à ce moment, bien, écoutez, si vous ne nous avez pas donné la possibilité de permettre aux candidats, on n'est même pas encore arrivé sur les électeurs, parce que tous les électeurs étaient partis des villages ou bien des arrondissements, parce qu'ils fuyaient la guerre. Il n'y avait pas un repère à cette élection, et nous avons reçu cette garantie qui n'a pas été tenue. Bon, maintenant, face à des personnes que nous jugeons n'avaient pas été élues par le peuple, si oui par le peuple, si oui par les militaires,
qui ne sont que des simples résidents parce qu'ils sont là pour gérer une situation ponctuelle. Ok? Alors, ils sont venus pour la guerre. Ils se retrouvent aujourd'hui en train de voter à la place des résidents. Après la guerre, quand ils vont partir, les 5 ans, est-ce que les électeurs qui sont dans les élus du nord-ouest et du sud-est aujourd'hui, est-ce qu'ils sont véritablement, est-ce qu'ils se sentent dans leur peau, être élus par le peuple? Alors, tout à l'heure, nous avons pensé que participer à cette élection serait d'accepter avec le RDPC de ce que le pays va bien. Oh, tout ne va pas bien. Rassurez-vous, tout à l'heure, Serge Gauthier parlait de la majorité au belge du RDPC. C'est vrai. Quels que soient les frustrés qu'on pourra avoir au RDPC, le RDPC répondra toujours à la discipline du parti. Parce que ceux qui ne répondent pas à la discipline du parti vont passer à un conseil de discipline comme celui qu'on a vu dernièrement. L'impact également de ces conseillers régionaux dans un système jacobin comme celui que nous vivons aujourd'hui, l'interrogation n'est plus nouvelle. Qu'est-ce que ce conseil régional peut apporter au Cameroun aujourd'hui dans le système que nous vivons, notamment le système jacobin? Nous ne voyons pas une avancée. Ce n'est que par le fédéralisme que ce conseil régional pourra effectivement avoir sa place au sein de la démocratie camerounaise. Nous en parlerons certainement dans le cadre de cette émission de ce soir. Je rappelle que nous avons été rejoints par les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, du clerc d'Oza. Avec lui également, on parlera de ces élections. Je rappelle tout de même que sa formation politique a décidé de ne pas prendre part à ces élections régionales et davantage à raison de la non-participation aux élections municipales et législatives. MC Duprisman, le RDPC, plutôt à l'aise face à ces élections régionales qui arrivent le 6 décembre prochain. Permettez-moi d'abord, Frédéric, en quelques mots, de balayer un peu ce que vient de dire mon ami du SDF. Déjà. Pourquoi vous voulez balayer ce qu'il a dit? Oui, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis désolé, c'est pas vrai. Déjà, il a dit que ce sont les militaires qui ont voté dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et tout d'abord a dit à mon ami qu'il n'oublie pas qu'ils ont gagné 3 députés de ce côté et qu'ils ont gagné 15 mérites de ce côté. Donc, s'ils étaient logiques, comme ils convoquent la logique chaque fois qu'ils s'expriment, je pense qu'ils auraient commencé par ne pas accepter que ces 3 élus siègent au Parlement et que les 5 mairies soient gérés par le SDF parce que, selon sa logique, n'ont pas été élus par le peuple, mais par les militaires. Ce qui est déjà un contresens en soi. Deuxième chose, il a fait comprendre ici que la majorité du RDPC va toujours obéir à la discipline du parti. Est-ce que c'est ici, sur ce plateau, que je dois rappeler que lors de la première élection sénatoriale, la première élection indirecte dans ce pays, que le SDF a gagné 7 sénateurs dans la Damawa, 7 sénateurs à l'ouest sans avoir de conseillers municipaux de ce côté. Ça veut dire qu'ils ont été élus par les conseillers du RDPC alors que nous sommes pour lui dans la discipline absolue du parti. Est-ce que c'est ici que je vais rappeler que la dernière élection pour le Sénat également, vous avez gagné dans le nord-ouest alors que le RDPC était l'unique parti en face de vous qui avait la majorité des conseillers municipaux dans le nord. Vous voyez que votre argumentaire ne tient pas vraiment debout. Vous avez d'autres problèmes et il faut bien les expliquer. Maintenant, vous me posez la question si nous sommes prêts au niveau du RDPC. Oui, nous sommes prêts. Au niveau du RDPC, nous, on a une tradition chez nous qui est simple. Nous sommes un parti républicain comme tous les autres. Je pense que nous sommes tous des partis républicains sur ce plateau. Ça veut dire que nous suivons la République dans ses institutions. Parce que lorsqu'on s'engage en politique, en réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut prôner ses idées pour permettre au peuple de choisir si on a les meilleures idées. Donc, pourquoi pas entrer en politique pour prôner ses idées et dire que le jour où le peuple doit se prononcer sur nos idées, qu'on n'y va pas. Sinon, qu'est-ce qu'on fait dans la politique?
c'est qu'on va prendre d'autres chemins. Donc nous sommes prêts. Vous avez vu les circulaires de notre président national qui donne le ton par rapport à cette élection du 6 décembre qui arrive. Il y a eu l'autre circulaire du secrétaire général du comité central qui fixe les grandes orientations. On a ce soir nommé tous les responsables au niveau national et régional des partis sénatoriales, vu la deuxième qu'on peut avoir dans nos rangs des conseillers qui votent, non pas qui ne votent pas pour nos candidats, mais qui votent pour l'opposition. C'est pour cela que nous serons sur le terrain pour aller vers l'électeur régional qui est le conseil municipal, qui est le chef traditionnel et qui sont habilités à aller à cette élection pour convaincre, n'est-ce pas, par rapport à notre vision politique, par rapport à notre projet pour chaque région, parce que nous estimons, contrairement à ce que j'ai eu à suivre de la part du SIF, que c'est une grande première pour notre pays, à savoir permettre au démembrement de l'État d'être gouverné, non pas par les gens nommés, mais par des personnes votées par le peuple pour servir ce peuple-là à travers ses représentants. Et nous sommes convaincus d'une chose, c'est une avancée importante pour notre pays, et surtout c'est un processus. C'est-à-dire ce n'est pas une chose acquise une fois pour toutes. Ça veut dire que on y va, parce qu'on a beaucoup théorisé sur la décentralisation, on a beaucoup dit c'est bon, c'est mauvais, c'est ceci, c'est cela, mais là on va sur les faits, on va dans la réalité, et avec le temps on va donc amender, on va apporter des idées nouvelles pour améliorer, parce que nous sommes là en train d'entrer dans un processus nouveau pour la gouvernance de notre pays. Alors le mouvement pour la renaissance du Cameroun est avec nous ce soir, Duclerc Doza, bonsoir, merci d'être avec nous dans le cadre de cette émission. Alors, dites-nous, on le sait, la position de votre parti, c'était de ne pas participer aux élections, notamment municipales et législatives, ce qui vous mettait hors jeu de ces régionales aujourd'hui. Y a-t-il véritablement un enjeu pour ces élections régionales qui se présentent? Bonsoir, M. Tonnet, bonsoir à tous les téléspectateurs de LTM Télévision. Déjà, je tiens à m'excuser pour le petit retard que j'ai eu. C'était dû aux embouteillages, et pour ceux qui vivent dans la cité Capitale, la cité Douala savent très bien ce que c'est que les embouteillages. Mais je tiens aussi également à rappeler, c'est Duclerc Zoda, c'est pas Duclerc Zoda. Oui, et parlant de ces élections régionales, LRC a une position qui est claire, qui est connue de tous. Pas d'élection avant la résolution de la crise anglophone. Pas d'élection avant la révision du code électoral. Ça, c'est nos conditions, elle est à prendre ou à laisser. Déjà, l'OMRC, pour ce qui nous concerne, nous n'irons pas aux élections. Et nous ne voyons pas en quoi ces élections peuvent apporter un plus dans le quotidien camerounais. Vous n'avez qu'à faire cette petite remarque-là que disait Monsieur Mani du RDPC tout à l'heure. Il rappelait encore là que à l'Ouest, par exemple, l'ODF a eu 7 sénateurs, et dans la Damara où l'ODF a également eu des sénateurs n'ayant pas de conseillers municipaux. Mais il oublie également de dire que c'était une consigne du RDPC. C'est de ça qu'il est question, c'est de la discipline du parti dont parlait mon chef du RDF tout à l'heure. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, quand vous vous posez la question à savoir ces élections, qu'est-ce qu'elles vont apporter au peuple camerounais, je pense que c'est ça la question, ou bien pour la résolution de la crise anglophone, mais rien de nouveau. Vous avez là des populations qui ont fixé des bases claires. Ils veulent, pour bon nombre, ce que nous appelons le fédéralisme. Vous voulez dire bon nombre, bien sûr, vous veulent le fédéralisme. Maintenant, nous annonçons les élections régionales. Mais qui sont les électeurs? Qui est-ce qui doit élire des personnes qui doivent gérer le quotidien de cette population qui sont en crise? Des populations qui vivent pour la quasi-totalité en brousse, qui vivent en faute, qui vivent dans des conditions inhumaines, des conditions inimaginables. Qui ira bien les voter? Nous avons vu des exemples avec des élections récentes, élections municipales et législatives,
oui, il était obligé de faire venir, comme le rappelait encore tout à l'heure Ismaël Diède, de faire venir des hommes en tenue des hommes en tenue pour voter dans des bureaux au niveau de ce côté-là. Et quand il vous disait que il y a eu tel nombre d'élus, c'est juste un partage en fait. Ils n'ont pas voulu le faire, n'ont pas voulu faire un 100%. Vous versez un peu de la poudre aux yeux, on fait croire que, ok, il y a eu une élection de ce côté, la preuve en est justifiée en disant que l'EDF a eu 3 élus, 3 députés et 7 mairies. C'est ça qui est question. C'est une mairie autant pour moi. Alors, ça je retiens. Y a-t-il un enjeu véritable autour de ces élections régionales? Elles sont contestées à gauche, elles sont décriées à droite, mais vous pensez qu'il vaut mieux aller à ce scrutin-là? Pourquoi? Vous savez, moi, je suis amusé parce qu'aujourd'hui, beaucoup de scientifiques en parlent. Il y a ce qu'on appelle la théorie du complot. Le complotisme et le conspirationnisme. C'est quoi en fait? C'est le fait de prétendre que la vérité qui existe n'est pas vraie et que c'est nous qui sommes détenteurs de la vérité. Tant que c'est les autres qui sont là-bas, en face, ce qu'ils font n'est jamais vrai. C'est ce qu'on fera. Ça s'appelle le déni et le nihilisme. C'est-à-dire, rien n'existe tant que je ne suis pas là. Rien n'a de valeur tant que je ne suis pas là. Le monde n'existe que avec moi, dans moi et pour moi. Lorsque les gens certains partis politiques se sont présentés au président, à la présidentielle, il y avait la crise anglophone, je vous rappelle. Il y a eu autant de morts. Il y a eu autant de morts. Ce sont des questions, c'est une analyse basique. Hein. Je n'ai pas vu des gens dire au nom de la crise anglophone, parce que nous aimons la population anglophone, nous n'allons pas candidater à la présidentielle. Aujourd'hui, on sort cet argument. Sauf que nous avions la possibilité de régler la crise. On en parle. Donc, ça c'est déjà un premier. Et le deuxième raisonnement concernant la crise anglophone, c'est si la crise anglophone fait un siècle, il n'y aura pas d'élection pendant un siècle parce qu'un parti politique a dit que tant qu'il n'y a pas de résolution de la crise anglophone, il y aura des élections. S'il vous plaît. Vous savez l'exercice, monsieur Dazo, je suis communicant. Pas communicant, voilà. C'est votre nom là-bas. Dans tous les cas, j'ai 2 avantages. Je suis communicant parce que représente mon appareil, c'est également mon métier. Donc je suis capable de vous mettre mal à l'aise jusqu'à la fin de l'émission. Si vous voulez, on fait ce pari. Non, je prends les téléspectateurs. Donc si vous ne me laissez pas parler, je vais vous mettre mal à l'aise comme ça pour l'émission. Vous allez regretter d'avoir partagé le plateau avec vous. Je présume, c'est une mise en garde. Et j'aime toujours prévenir mes copanélistes pour que les téléspectateurs soient témoins. Je préfère que c'est un débat d'idées. Si vous avez des idées, vous prenez des notes. Venez toujours avec un stylo. Je préfère que vous restiez dans votre élégance et dans votre courtoisie et que vous donniez davantage vos arguments et que vous laissiez les invectives ou encore peut-être des menaces dans ce sens. Alors je voulais donc dire que la crise anglophone également, si elle perdure, donc le Cameroun ne va pas fonctionner. C'est-à-dire que parce qu'on veut donner l'impression des enfants d'une maison seraient en crise, la maison n'existe plus, elle s'arrête. Ça, c'est de la supercherie. Je ne vous dis pas le rôle des régionales sur le plan de ces missions juridiques. On vous parle des postes. On vous dit il y a eu le nombre d'élus, donc les gens sont plus portés sur les postes qu'ils ont à perdre ou qu'ils auraient dû gagner que d'expliquer aux gens que qu'on fasse les régionales maintenant ou qu'on ne les fasse pas. Le plus important, c'est d'abord que l'institution en elle-même existe. Maintenant, elle peut mal exister, il faut se battre pour qu'elle existe. Voilà des Camerounais qui estiment que hier, le système gouvernant de M. Paul Biya et ses camarades du parti étaient dans une dynamique de tout confisquer. La salle de classe, le lycée, la route du quartier, le puits d'eau, étaient décidés par les amis de M. Biya à Yaoundé. On dit constitution de 1996, vous avez décidé de décentraliser, vous devez transférer les compétences. Transférer les compétences, ça traîne. En 2020, M. Biya a décidé de transférer les compétences
toujours sous la pression politique. Quand ces compétences sont transférées, on dit non, il ne faut même pas que ça soit les régionales, parce que si les régionales n'ont pas lieu, ça veut dire que les compétences ne vont pas être transférées. C'est de ça qu'il est question. Les gens sont dans le discours contradictoire. Maintenant, on peut comprendre la position, par exemple, du SGF qui estime qu'il y a eu des engagements clairs qui leur ont été donnés. Là, maintenant, c'est le respect de la parole donnée face à un partenaire politique qui est un adversaire politique. On peut décider. Moi, on ne peut pas dire l'élection ne sert à rien parce qu'on n'y est pas. Mais vous, elle vous sert, pourtant vous avez... Elle ne nous sert pas à nous au plus. Elle sert au Cameroun. Pour une raison. Il y aura les régions. Ça veut dire que l'État, aujourd'hui, sur le plan de la structuration, devient... il y a un achèvement complet de ce qu'on a appelé les institutions de l'État. Toutes sont mises en œuvre. Il y a un ensemble de pouvoirs, de compétences que l'État central délaisse. Donc, l'institution régionale existant donc déjà, c'est une réalité. Première des choses. Deuxième des choses, quand il y a ces compétences, je viens de parler de la salle de classe, de la route. Si on prend le cas de la région, le maire a la capacité au niveau du primaire et du secondaire concernant de la maternelle, concernant l'éducation. Mais il ne peut pas intervenir pour la construction d'un lycée. Il ne peut pas intervenir pour la construction de deux routes régionales ou de deux routes entre les communes. C'est les régions qui doivent faire ça. S'il n'y a plus de régions et qu'on a les mairies, entre les deux communes, l'enclavement, les communes n'ont pas un certain type de capacité sur le plan agricole. C'est-à-dire sur le plan économique, trouver un type de financement parce que c'est faible, elles ont une certaine faiblesse. Oh, la région leur donne cette synergie. C'est autant de choses sur le plan pratique qu'il faut expliquer au Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Les individus importent peu pour l'instant. C'est d'abord la mise en place des institutions qui est importante. Maintenant, elle peut être maladroitement mise. Et c'est là où il faut défendre. C'est ça que nous, au plus, on a toujours réclamé la décentralisation entière et totale. Mais pour réclamer la décentralisation entière et totale, il faut même déjà que cette décentralisation ait existé. Or, les gens vous disent qu'elle ne doit pas exister. Ça veut dire que si les élections régionales n'existent pas en 2020, et que M. Biya, en 2025, est encore là avec ses amis, et que les conditions ne sont pas réunies, les élections régionales ne devront pas, la région n'existera pas en 2025, parce que les conditions ne sont pas réunies. En 2030, les élections régionales n'existeront pas, et les régions, parce que ça ne convient pas. Non, il faut que ça existe. Et qu'on pense M. Biya sur ses erreurs, et ses amis en lui disant, voilà qu'on vous a donc fait confiance. Vous disiez que c'est nous qui constituons le blocus. Nous, on est donc dans l'affaire. Montrez-nous de quoi vous êtes capable en termes de transparence et d'honnêteté. Y a-t-il à redire ou à questionner autour de ces enjeux de ces régionales? Vous n'y allez pas, certes. Vous voyez ces élections d'un très mauvais œil. Vous avez des élus. Vous avez dit à vos électeurs d'hier qui ont fait de vous des élus que vous n'estimez pas, vous ne comprenez pas davantage l'intérêt d'aller à ces élections. Oui, avant Frédéric, vous allez me permettre de revenir sur 2 ou 3 choses qui ont été dites ici, et puis c'est pas bien de laisser que les téléspectateurs rentrent chez eux avec un tel scandale, parce que quand j'entends mon frère Mani dire que le SDF a réussi à avoir 3 députés et 5 mairies, moi je voudrais lui dire, sur les 18 députés du SDF à l'Assemblée nationale, à la législature passée, nous avions 13 qui venaient du nord-ouest et du sud-ouest. Aujourd'hui, nous en sommes à 3. Pourquoi? Comment? Peut-être parce que votre électorat vous a tourné le dos, vous n'avez pas répondu et pour les attentes, vos aspirations. Non, écoutez, je vous comprends. Non, il faut que les gens comprennent que si déjà du Conseil constitutionnel, on a reconnu qu'il n'y a pas eu élection et qu'on a annulé pour recommencer alors que les conditions sont demeurées les mêmes, ça suppose que il n'y a pas eu la population qu'on avait dit hier n'avoir pas participé aux élections n'a toujours pas participé, puisque quand on a annulé et qu'on a recommencé les élections, on n'avait pas eu le retour de ces populations dans leurs maisons ou dans leurs villages. Mais sauf que lorsqu'on a annulé, après la première élection, on a annulé, on a repris, vous avez toujours perdu le même nombre de sièges que vous aviez perdu à la première élection avant. Parce que, comme je dis, c'est mathématique, c'est facile de
que les mêmes causes ont produit les mêmes effets. Je viens, il a parlé, nous avons 2 députés dans le Nord-Ouest. Ok, les 2 députés que nous avons au fond là-bas, vous savez comment, je vais vous dire comment les gars ont fait pour être élus, monsieur Mani. Non, écoutez, non, il y a l'intérêt véritable pour vous, le SDF, qui a pourtant des élus locaux, de ne pas y aller. Finalement, il y a un intérêt. L'intérêt sur lequel je voudrais rappeler, si vous voulez, laissez-moi, c'est très important parce qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on essaie d'éclairer la lanterne des téléspectateurs. Les 2 députés du SDF que nous avons au Nord-Ouest ont battu le RDPC sur tapis vert, laissez-moi vous le dire, parce que vous n'avez pas pu respecter le genre dans la constitution de votre liste. Vous avez aligné 3 hommes au lieu de 2 femmes, au lieu de 2 hommes et 1 femme. C'est là où votre liste a été rejetée et nous avons eu les 2 députés. Alors non, il faut qu'il sache comment on a fait pour avoir ces députés. Quand il nous dit que nous avons eu les sénateurs alors que nous n'avions pas, je voudrais rappeler aux téléspectateurs qu'il n'y a pas que le RDPC à l'ouest et dans la Damawa. Ça veut dire que le RDPC s'est rendu compte à un moment donné que les autres forces politiques qui étaient sur le terrain devraient leur faire honte. Et directement, comme il disait mon ami du MRC revient avec ça, le RDPC a voté le SDR sur la discipline du parti. C'était pas la volonté des élus. Ça, il faut le comprendre. Pour ce qui est de ces régionales. Alors, pour ce qui est des régionales, j'ai entendu notre ami Gauthier dire ici qu'il faut d'abord qu'il y ait l'institution. Est-ce que le système jacobin que nous dénonçons depuis est celui-là qu'il nous faut maintenant? Parce qu'on nous dit non, laissons qu'on plante d'abord le décor et après, on va arriver. Les mêmes causes vont encore produire les mêmes effets. Nous avons dit que nous n'allons pas à cette élection parce que nous disons, regardez les routes communales, la différence entre les routes communales et les routes qui sont, on nous a dit qu'on avait au niveau de l'agriculture, on peut avoir une grosse assiette dans les financements, mais nous avons vu des machines agricoles qui ont poussé dans les champs, dans les villages des personnes au Cameroun, alors que ces machines, on n'avait pas besoin d'arriver à ce niveau. On sait également que le SDF peut participer dans les sessions parlementaires à œuvrer pour la décentralisation. Alors, pourquoi, lorsqu'on parle du parachèvement du processus de décentralisation, aujourd'hui, le SDF claque la porte? Est-ce pour davantage faire de la politique associative? Non. Ce cheval de bataille? Non, pas du tout. Écoutez, face à l'adversité du RDPC, vous voyez, face à l'obésité du RDPC dans la chambre haute et la chambre basse, nous ne pouvions pas faire mieux, ok, parce que à chaque fois que nous avons proposé un blocage, cela n'a pas été. On nous a dit au grand dialogue qu'on peut discuter sur toutes les questions, excepté celle portant sur la forme de l'État. Or, c'était la question principale, celle sur laquelle le SDF reste jusqu'à aujourd'hui. Nous demandons pour le Cameroun, pour l'émergence avant 2035, le fédéralisme. Vous nous avez imposé la décentralisation. Nous avons dit, ok, quand vous imposez la décentralisation, donnez au moins le vrai canon de la décentralisation. Ça, je disais quelque chose de très pertinent tout à l'heure. Peut-être l'institution est bien pensée, mais peut-être elle sera mal implémentée. Mais elle est déjà mal implémentée parce que elle ne peut pas être décidée en 2016. Elle vient se laisser parachever en 2020 pour chuter. Nous sommes passés aux régions depuis 2008, il me semble. Mais pourquoi ce n'est qu'en 2020 qu'on vient faire la première élection régionale alors qu'on nous laisse croire que c'est maintenant que c'est important à partir de maintenant? Nous disons non. L'institution que vous voulez créer aujourd'hui, que vous appelez les conseillers régionaux, moi je veux juste demander, parce qu'on nous a laissé entendre ici que l'impact est beaucoup plus institutionnel et non, ça ne porte pas sur les hommes, oui. Mais alors, si on met une belle institution qui n'est pas encadrée par les hommes qu'il faut, est-ce que cette institution va répondre aux attentes de la population? Parce que j'ai comme le sentiment qu'on ne fait pas la politique ici pour le bien-être des populations, mais pour le bien-être
les institutions doivent être incarnées et créées uniquement pour le bien-être de la La mise en population. place de ces régions était-elle une nécessité aujourd'hui, plus de 22 ans, 24 ans après la consécration de ces institutions dans la Constitution camerounaise? Vous voyez que l'opposition anti-élection a du mal à se justifier sur votre plateau. Il parle de tout et de rien. Non, il faut mais de tout ce que vous avez dit là, je suis quand même réjoui d'une chose, parce que j'entends souvent vos amis du SIF dire que le RDPC gère le Cameroun sans partage. Mais au moins, vous venez de reconnaître vous. Ça, au moins, je vous félicite là-dessus, qu'on vous a quand même permis d'avoir un certain nombre de sénateurs dans l'histoire du Sénat de notre pays. Donc, ça peut donc. Vous avez gère sans partage. Revenons sur le fond. Vous avez dit, comme mon cher ami du SIF, du MRC, que la population demande le fédéralisme et tout ce que vous racontez là. Vous savez, nous devons sortir des incantations en politique. Le Cameroun a une histoire et elle n'est pas si lointaine que cela. L'histoire camerounaise est très récente et on peut la rechasser sur le plan politique. De un, le premier parti politique au Cameroun qui parle de fédéralisme de manière officielle et met cela dans ses statuts, c'est le SIF, et c'est en 2002, lors du NEC qui s'est tenu à Menda en 2002, parce que c'est pas en 90, c'est en 2002. Alors, M. John Founiva dans l'élection présidentielle en 2004 avec comme fond, n'est-ce pas, politique, le fédéralisme. Il va sortir de là avec 17% sur le plan national. Dans le nord-ouest, il va sortir avec 35%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 65% des anglophones du nord-ouest ont voté contre le fédéralisme. Dans le sud-ouest, il va sortir avec 25%. Ça veut dire que 75% des anglophones du sud-ouest avaient voté à l'époque contre le fédéralisme. Si vous prenez ce chiffre-là en 2011 et en 2018, vous allez raconter que ça, je vous en prie, que ça a baissé crescendo. La dernière élection de 2018, Ça veut dire que le fédéralisme intéresse que les anglophones. Je vous en prie. Vous donnez le chiffre national. Il a eu 17% sur le plan national. Dans le littoral. Ça veut dire que vous en prie. Écoutez, vous n'avez pas dit que le fédéralisme n'intéresse que les anglophones. Vous êtes en train de bipolariser le Cameroun. Le fédéralisme, la décentralisation qui intéresse les francophones. Si vous prenez la je dis que le fédéralisme n'intéresse personne. Je dis bien ceci, au plan national, il a eu 17%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 83% des personnes mon Dieu. C'est quand même calme. Sur le plan national, 83% des Camerounais ont voté contre le fédéralisme en 2004. Et si vous prenez 2011, ils ont encore eu moins que cela. Si vous prenez en 2018, il y a eu 4 partis politiques qui étaient pour le fédéralisme. 4. Le PCRN, le fédéralisme communautaire, le MNC, le SIF et un autre parti, donc il y a 4 partis. Quand on somme vos voix, ça n'atteint pas 15% sur le plan national. Donc ne venez pas assis sur le plateau nous dire les gens veulent faire, ils vous ont dit ça pour les cas. Vous avez fait vos sondages avec qui? Et en plus, allons même plus loin. Le fédéralisme n'est pas balancé contre l'institution. Il faut enlever cela de vos esprits. Les socialistes au Cameroun, sont apparus en 1953. On n'était même pas encore indépendants. Lorsque la première question est posée dans les 2 régions anglophones à l'époque, parce que vous connaissez, le Narbonne et le Sahel Cameroun en 1953, c'est là que le premier mouvement sécessionniste qui ne voulait ni le Cameroun ni le Nigeria. Ils voulaient créer leur propre État. Donc, vous ne voulez pas souvent sur le plateau dire des choses qui n'ont aucun sens. Maintenant, si on prend sur le plan purement empirique, le plan de cas simples que vous voyez, voilà le Nigeria qui est là à côté. C'est un pays anglophone. C'est un pays qui est fédéral. Mais n'empêche qu'il y a 2 mouvements sécessionnistes dans ce pays-là, qui sont le delta du Niger et les Biafra. Pas plus tard que ce matin, un mouvement sécessionniste au Nigeria a brûlé 5 plateformes pétrolières. On parle de 53 morts, c'est un pays anglophone. Si on part plus loin vers l'accord,
Oui, je ne sais pas si vous suivez l'actualité internationale. Aujourd'hui, on parle de l'Éthiopie qui est endeuillée. On parle de 25 000 déplacés en une semaine. Pourquoi? Parce que l'État de Tigré, qui est l'État fédéré, en Éthiopie, veut son indépendance. Le fédéralisme n'empêche nulle part que les gens aient envie de créer leur État. Je me comprends encore plus loin, c'est aux États-Unis. En 2018, l'État de Californie a déposé sa demande à sortir de l'État de l'Union. Donc, parfois, quand on dit des choses, il faut réfléchir. Revenons dans le cas des espèces pour ce qui est la mise en place de cette institution qui s'appelle région. Je voulais dire un des mots avant de vous répondre. Un des mots. Mon ami du MRC vous a fait comprendre que les gens ne sont pas là. Ils ne sont plus là, on peut avoir de vote. Je prends les chiffres de vos amis de Transparency International, de votre ONG. Ils disent quoi? Je vous ai pas bien saisi. De ce matin, il y a le rapport de Transparency. Dans le nord-ouest, on a 1 900 553 habitants. Dans le sud-ouest, on a 1 527 000 habitants en moyenne. Transparency dit que depuis le début de la crise armée en 2017, nous avons 350 000 personnes parties. 350 000. Donc l'argument pour venir sortir que le nord et le sud-est sont vides, même vos amis vous disent que c'est faux. Ça, il faut bien le comprendre. Dans le nord-ouest et le sud-est, nous avons dans le corps électoral au Cameroun 955 000 inscrits. Donc franchement, 955 000. Et donc vraiment, ne venez pas sur les plateaux dire du n'importe quoi. Maintenant, je réponds clairement à votre question qui est simple. Pourquoi c'est le fédéralisme? Il va revenir la région. Le région. Je ne veux pas revenir sur ce qui a déjà été dit sur ce tableau, sur ce plateau, sur la nécessité d'aller vers plus d'autonomie de nos entités de gouvernance territoriale. Mais aussi, il y a une chose qui est importante. Pendant longtemps, l'opposition nous a fait comprendre que c'est le système jacobin qui gouverne. Pour faire un puits à Yabas, il faut aller demander l'autorisation à Yaoundé. Pour construire une salle de classe à Douala 5e, il faut que c'est le ministre qui a Yaoundé qui. Donc c'est autre. Maintenant, on dit non. On arrête donc avec ce système-là. Ça veut dire quoi? En réalité, c'est quoi la décentralisation? C'est tout simplement une nouvelle organisation de la gestion de la chose publique. À savoir que désormais, lorsque nous aurons, moi, à Douala, quand j'aurai un problème, moi qui vis à Douala, dans l'école où fréquentent mes enfants de salle de classe, et qu'il n'y aura pas assez de salles de classe, je n'irai pas chercher le ministre que je ne peux pas voir qui est à Yaoundé. J'irai au conseil, j'irai à la commune. Parce que c'est la commune qui a déjà la charge de construire les salles de classe dans l'école où ma fille fréquente. Lorsque j'aurai un problème dans un lycée où j'estime qu'on me fait payer trop d'impôts, alors que je paie déjà suffisamment des impôts pour qu'on puisse avoir suffisamment de salles de classe, je ne vais pas chercher à aller manifester devant le ministère de l'éducation secondaire qui est à Yaoundé. J'irai voir directement ici à Douala le président du conseil régional en lui disant, nous au lycée d'Edo, on n'a plus de salles de classe et nous ne voulons plus payer 150 000 de frais d'appel parce qu'on a 5 élèves là-bas. Nous ne voulons plus les payer. C'est ça que c'est la décentralisation. Et comme rien n'est parfait, je vous rappelle qu'aujourd'hui en France, au Parlement français, ils sont en train de discuter sur un projet de loi pour renforcer la région en France. Et pour vous dire que c'est un processus. C'est un processus qui continue. Or, pour améliorer une chose, il faut d'abord qu'elle existe. Et nous sommes là justement dans l'implémentation. Et si les gens sont honnêtes avec eux, qu'ils prennent la loi du 19 décembre 2019 sur le Code général des collectivités territoriales décentralisées pour voir l'importance juridique de ce texte et même sa matérialité dans les aspects sociaux, économiques
et même culturelle, parce que c'est une révolution pour notre pays. Aujourd'hui, on se plaint qu'on n'a pas de lieu de spectacle, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. C'est à ça que ça répond. Puisqu'on n'attendra plus que le ministre des Arts et des Cultures vienne construire une salle de spectacle. Ça sera de la responsabilité de nos régions. Alors, M. Ngouda, pourquoi contester, pourquoi remettre en cause l'envie, la volonté politique? On a souvent décrié cette volonté politique, elle manque au Cameroun. Pourquoi décrier, dénoncer cette volonté politique qui aspire à donner un mieux-être aux populations à travers le parachèvement, la décentralisation, et ce parachèvement, c'est ces élections régionales du 6 décembre prochain? Monsieur Boutomé, vous convenez avec moi que j'ai compris des choses assez graves ici. S'il faut déjà commencer à mon panéliste, M. Mani, déjà je veux juste savoir si M. Mani croit au rapport de Transparency International qu'il est en train de lire. Mais de vos amis. S'il croit, ce ne sont pas mes amis, ce sont mes amis. Si vous croyez, si vous prenez déjà comme référence Transparency, nous sommes les porte-parole. Je veux juste savoir si ce n'est pas le même Transparency International qui a envoyé vos soi-disant observateurs des élections à Yaoundé. Si ce sont eux, peut-être, tant mieux. Vous êtes mieux placé pour nous le dire. Parce que voilà vos amis, voilà de quoi vous êtes capable. Ah bon? Oui, justement. Et maintenant, pour y revenir, j'ai entendu également des choses assez graves comme quoi nous sommes allés aux élections en 2018. Nous avons pris part à la présidentielle. C'est une réalité. Pourquoi contester cette mesure? Mais la question, elle est simple. Le professeur Kamta a répondu à cette question. Il dit, en 2010, nous avions la possibilité de gagner des élections et de régler directement cette crise. Parce qu'il s'agit du Cameroun. Il s'agit du peuple camerounais qui souffre. Et quand il dit que si cette crise continue et que nous allions aux élections, que nous continuons à prendre part aux élections, c'est ignorer ces gens qui souffrent. Et j'entends aussi également dire, où on fait avec nous, on fait sans vous, comme je le disais tout à l'heure, mon cher représentant du plus. Je veux juste qu'ils comprennent que nous avons notre position, elle est claire. Et c'est cette position-là que nous expliquons au peuple camerounais. C'est à ce peuple-là que nous devons des explications. Et quand nous le faisons, vous êtes libre, vous, d'aller aux élections. Mais vous prenez un temps précieux que de convaincre, de dire pourquoi vous allez aux élections, pour justifier pourquoi nous ne sommes pas allés. Nous ne sommes pas allés aux élections et nous avons fait savoir à ce peuple pourquoi nous n'irons pas aux élections. Organiser 1000 élections, organiser 2000 élections, tant que cette crise est perdue, nous n'irons pas aux élections. Mais pourtant, il faut être dans les instances de décision. La région est une instance décisionnelle qui va permettre aux populations de vivre mieux. Être en marche voudrait dire que vous subirez ou vous subissez, vous choisissez de subir la décision prise par les autres. Quand vous dites que ça impacte directement sur la politique, vous se demander, je veux savoir une chose. En quoi est-ce que cette élection peut par exemple régler cette crise? Nous avons posé deux problèmes sur la table. La résolution de la crise et la révision du code électoral. Dites-moi en quoi est-ce que cela pourrait apporter des révisions, bien des amendements, bien des solutions à cette prise de position. Non, je n'en crois pas. Et c'est notre position, elle est expliquée. Maintenant, libre à ceux qui veulent aller aux élections, d'y aller. Tant mieux pour eux. Le plus était aux récentes élections. Le plus est également libre d'aller à celle-ci, sans toutefois expliquer aux Camerounais selon propos entendement pourquoi nous n'y allons pas, parce que nous expliquons suffisamment à la population pourquoi nous n'allons pas à cette élection. Parce que cette élection déjà concernant le vécu du Camerounais, que ce soit la décentralisation qui s'est passée après 22 ans aujourd'hui. 24 ans. 24 ans aujourd'hui, on nous brandit des élections régionales comme une solution à la décentralisation. Mais à un moment donné, de qui se moque-t-on? Ça fait 24 ans aujourd'hui. Pensez-vous réellement que le RDPC est sincère dans cette décentralisation? Il y a tout de même une volonté, je pense bien, du pouvoir en place.
C'est les DPC qui gèrent. C'est le père, monsieur Mani. Ce sont nos communes que nous donnons. C'est une fladonnerie comme bien d'autres. Ah bon? Quand vous dites qu'il y a une volonté, je veux bien savoir quelle est la volonté. C'est quoi la volonté? Organiser une élection juste ça suffit? La preuve est là. Nous avons eu dernièrement ce qu'ils ont appelé dialogue national. Le LDF aujourd'hui, quand la porte dit ok, au dialogue, vous nous avez promis ci, vous nous avez promis ça. Au jour d'aujourd'hui, où en sommes-nous? On a promis quoi concrètement? Ils sont incapables. Ils sont incapables. Concrètement? Ils sont incapables de le dire. Il faut être clair. En quoi? En quoi est-ce que le dialogue national, par exemple, a apporté des solutions à la crise anglophone? Nous voici. C'est le père. Alors, on va continuer le débat avec Serge Gauthier. Monsieur, merci beaucoup. Merci. Serge Gauthier Nanina, on a fait le tour de la question de ces enjeux, mais aujourd'hui, il faut aller le 6 décembre prochain pour voter. Il y a forcément un discours qui est tenu. Le discours est certes circonscrit à un électorat bien particulier, mais davantage, est-ce qu'il y aura un véritable changement fort qui peut être espéré de ces élections? On les a attendus, on les a annoncés par plusieurs fois. Il faut que ces élections ou ces régions soient véritablement mises en place. Aujourd'hui, quelles envisagent d'être mises en place? Quels peuvent être leurs rapports dans le vécu des populations? Avant, vous comprendrez que je dois répondre. Lorsque j'ai été interpellé. Je ne sais pas si vous avez été interpellé ou pas, mais l'intérêt voudrait aussi que les questions soient prioritaires sur, oui, bien entendu. Bien entendu, il n'y aura pas de querelle. Juste un raisonnement pour éclairer la lanterne des téléspectateurs et donc des populations. Je prends les derniers arguments. Ça fait 24 ans qu'on a promis la décentralisation et c'est aujourd'hui qu'on vient là l'implémenter. Est-ce que ça va marcher? Dans un problème, il faut le dire aux populations, aux téléspectateurs, ce n'est pas le temps mis pour résoudre le problème qui est important, c'est la solution à apporter au problème. C'est clair. Celui qui vous dit, la femme qui vous dit à la maison, ça fait 24 ans que tu n'es pas venu me chercher parce que je t'avais demandé de nous construire la maison et que maintenant vous allez la chercher et que vous venez de construire une maison. Vous avez résolu le problème, ce n'est pas le temps mis qui est important, c'est la solution au problème. Le temps mis peut avoir ses conséquences, bien entendu, mais au bout du compte, tout ce temps qu'on aura mis devra aboutir à la solution au problème. C'est la solution qui doit être aujourd'hui discutée. Sinon, on va se rappeler, on va faire les rappels mémoire de pourquoi nous sommes, est-ce que nous sommes bien indépendants ou pas. C'est pas ça le débat. On est toujours en train de chercher, non, c'est pas ça le débat. Le débat, c'est est-ce que les régionales seront efficaces. Et je vais y revenir tout à l'heure. Je voudrais également vous dire que ce n'est pas parce qu'un dialogue n'a pas permis de résoudre un conflit qui n'a pas d'importance. Ce n'est pas le seul conflit au monde qui a eu un premier dialogue et qui a échoué. Il y a de nouveau d'autres conflits qui ont existé. Mais cela n'empêche pas que les premières solutions qui ont existé ou que les premières résolutions soient importantes lorsqu'elles ont été prises. La question de fond n'est pas seulement... Parce que moi, je suis très amusé. Moi, j'ai participé au dialogue à travers mon appareil, notre appareil à notre parti politique. Donc, quand j'entends les positions, je suis amusé. Voici ce qu'on vous dit. Et ça s'appelle la malhonnêteté intellectuelle politique et la supercherie. Qu'est-ce que le dialogue politique, le dialogue national a apporté? Le débat n'est pas qu'un national a apporté. Le débat est qu'est-ce que les autres qui refusent les solutions de dialogue national lui refusent. Vous avez entendu cette question sur le plateau? Un jour dans le débat, vous voyez que c'est malhonnête. C'est-à-dire que je dialogue, je prends des résolutions, mais celui qui est en face, on ne vous dit jamais pourquoi lui refuse, pourquoi il bloque, qu'est-ce qu'il refuse, ainsi de suite, et pourquoi il n'accepte pas, pourquoi il... alors qu'il a ses frères qui étaient là-bas. Vous voyez que ça relève de la malhonnêteté intellectuelle. Il a également indiqué pourquoi nous parlons de leur position. Nous n'avions pas pour intention au départ de parler du fait que vous ayez boycotté ou refusé les élections. On vous dit pourquoi on vous évoque aujourd'hui dans les débats, tous les autres partis politiques qui sont à la fois engagés dans le système électoral ou pas. Pour une raison simple. Vous avez voulu faire considérer dans l'opinion que vous aviez le leadership de l'opposition et que les autres étaient vos moutons, à qui vous indiquez la décision. C'est-à-dire que dès qu'on a refusé de ne pas vous suivre dans le boycott, vous avez créé deux notions. Vous les avez vilipendées dans l'opinion publique.
l'opposition de l'opposition et les partis satellites. On est donc en train de montrer aux gens, et vous donc qui avez tout le peuple avec vous en votre faveur, ce peuple-là vous a montré le 22 septembre qu'il n'était pas naïf, parce que vous avez sur 360 communes, 58 départements, 25 millions de Camerounais, pour une manifestation annoncée à grande pompe dans tous les types de médias du monde. Et ici, pendant un mois, vous avez eu moins de 2000 personnes. C'est la raison, c'est la preuve que vous pouvez vouloir tromper le peuple, mais vous ne pouvez pas le confisquer. C'est la raison pour laquelle on vous attaque. On ne vous attaque pas parce que vous n'êtes pas de l'opposition. On vous attaque parce que vous avez créé une stratégie de dénigrement envers les autres. Maintenant, pour vous répondre par rapport à l'opposition, avant de répondre à votre question, je vous dis, en France, le Front National de Marine Le Pen, qui est devenu Rassemblement Bleu Marine, est un parti de l'opposition. Mais même dans l'opposition, même dans la droite à laquelle il appartient, il est contesté. Tout le monde dit, pour l'élection présidentielle qui arrive, on souhaite rencontrer tout le monde au deuxième tour, sauf Marine Le Pen. Il ne faut même pas qu'elle passe. Pourtant, elle est de l'opposition. Vous appelez la politique à qui? Lorsque les positions sont radicales et qu'on constate quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, on le fait également avec Mélenchon. Quand j'ai fini de le dire, vous me dites en quoi ces régionales vont être utiles. Moi, je viens de vous dire que... À travers les mêmes causes ayant produit les mêmes effets, on sera dans du blabla, du discours essentiellement politique et peut-être même politicien. Bon, moi je dis donc une chose simple. Si un parti politique estime que c'est du blabla, il décide de suspendre son existence jusqu'à ce que ceux qui sont là, le jour où il y aura une élection, ils renaissent. Vous comprenez un peu? On est alors là dans la logique politique. On n'est pas dans le discours du mensonge qu'on fait à la population. Moi, je vous dis une chose. Si je considère que je ne suis pas d'accord avec un système, je démissionne de ce système. Je me retire clairement. Eux, par exemple, ils se sont retirés. Mais en plus de se retirer, ils ne devraient même plus parler. Puisqu'ils ne sont même plus ça, on ne les écoute pas. Donc, ils devraient attendre un moment, un agenda politique pour parler. C'est ça. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas dire que quelque chose n'est pas bien et vous êtes encore là en train... Aujourd'hui, quand c'est bien ici, ça vous arrange? Non. Le jeu politique est un domaine, c'est comme le football. C'est fait de jeu et d'anti-jeu. Il n'y a pas de moment sain. Vous ne pouvez pas dire qu'une institution, parce qu'elle n'est pas à votre convenance, ce n'est pas la bonne. Nous-mêmes, nous savons qu'elle n'est pas à notre convenance. C'est pour cela qu'on dit aux gens, quand arrive une élection locale ou une présidentielle, allions-nous contre l'éléphant pour fragiliser, fracasser l'éléphant et constituer le contrepoids. Les gens vous disent, si ce n'est pas moi qui est devant, rien ne marche. Et puis on se miette. Quand ils se rendent compte qu'ils sont fragiles, ils ne peuvent pas avancer, ils commencent à dire que vous êtes opposant de l'opposition. Je vous dis donc, et je vais vous prendre un cas réel par rapport à votre question. Les communes sont un aspect de la décentralisation, oui ou non? Je ne prends pas un parti au pouvoir, un parti de l'opposition, parce que vous l'avez dit, l'opposition a fait le RDPC, machin. Je vous prends, il y a un ministre, le ministre actuel de la ville, est-elle une ancienne maire ou pas? Ancienne maire. Pourquoi, à votre avis, a-t-elle fait l'unanimité en tant que maire dans un contexte de décentralisation? C'est pour vous dire que quand vous... En même temps, on peut vous donner l'argument sur lequel, étant un acteur majeur de la décentralisation, mais du RDPC, elle a bénéficié des atouts pour, justement, opérer ce terrain et donc faire l'unanimité que vous avez. Je vais vous expliquer, monsieur Moutombe. J'ai été candidat aux élections locales, municipales, à Bokito. Je vais vous dire le problème qui se pose concernant la décentralisation. Il y a une paresse et une malhonnêteté. Les maires ne vous disent pas la vérité. Voici la vérité. Pour gérer une commune, en plus du budget que vous attendez de l'État, des ressources transférées, vous devez être un moteur de création de richesse. Un moteur de... Je regardais un documentaire en France, dans une chaîne... C'est la référence? C'est tout. Il faut regarder. C'est vous qui dites que la démocratie n'est pas bonne au Cameroun. Vous le dites en référence à qui? À ce que les autres font. Sauf si vous dites que vous êtes dans le 2 poids mesure, les références ne sont pas bonnes quand ça vous arrange, et c'est bon quand ça vous arrange, et c'est pas bon quand ça vous arrange pas. Une commune était une commune qui n'était pas visitée. Elle n'était pas attractive. Elle avait un faible budget.
Le maire a fait une campagne de création de richesse, de promotion de l'image. Il a négocié la création d'une université là-bas. Et il a insisté sur des domaines spécifiques de la compétence. Ces compétences ont fait en sorte que les gens ont transféré leurs entreprises et tout. Vous voyez, ça n'a eu rien à voir avec le budget de l'État. Il a seulement travaillé sur la création des richesses et la création de l'emploi. Au Cameroun, nous avons un problème. Tout le monde attend qu'on lui envoie le budget dans sa commune. Les 1%, les 100 millions ou les 15%, il les gère. Or, il faut qu'en plus des 15% et des 100 millions qu'on envoie, le maire vous dise, ça s'aille comme ça avec des jeunes. Vous êtes en train de dire que définitivement, même dans les régions, on va encore attendre que le budget arrive. C'est le drame. C'est ça le drame, M. Moutomé. Je prends un exemple simple. Très rapidement, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui empêche à un maire? Parce que les maires sont mal. Si moi je suis maire actuellement, je lance un concours d'urbanisation de ma ville. Je sais par exemple que ma ville a un budget d'1 milliard. Dans le milliard, si je prends la politique d'urbanisation je donne ça à un cabinet, viens me faire une étude de l'urbanisation de ma ville sur 50 ans. Le cabinet là, comme c'est un cabinet qui a un nom, qui a un référent, ne va pas me demander moins de 100 millions. On est d'accord? Sur mon milliard, ça m'a déjà pris 10%. C'est simple, je prends des élèves, je lance un concours national d'urbanisation avec pour critère être ingénieur ou être en 4e année au moins d'une école de génie civil. Premier prix 2 millions, deuxième prix 1,5 million, troisième prix 1 million. Donc avec une équipe qui va venir évaluer. Dès qu'on a fait ça, ils ont l'obligation de me laisser les résultats. C'est fini. Je n'ai même pas dépensé la moitié de... C'est l'intelligence, c'est pour ça que je parle de création de richesses. Il faut créer les richesses, c'est ça la volonté voulue par la décentralisation et même son parachèvement avec les régions. Mais en même temps, dans ce processus, on a toujours mis en avant qu'il va apporter une plus-value pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, notamment le statut spécial. Il fallait afin qu'on y arrive, mon cher Frédéric. Voyez-vous, on nous dit que quand nous donnons les raisons pour lesquelles nous ne partons pas au régional, d'aucuns se sentent frustrés et pensent et prennent ça pour de la supercherie, mais que non. Honnêtement, je voudrais surtout indiquer à mon cher Mani, c'est un ami, un frère, que je l'invite à un peu plus de tempérament, parce que des discours comme celui qu'il tient de temps en temps vraiment sur les plateaux sont ceux qui très souvent amènent les esprits faibles à se radicaliser par rapport au pouvoir ou bien par rapport à la gestion de la cité, parce que disons-le, nous avons eu une expérience. Moi, je vous ai dit, j'ai fait une étude sur la gestion des BIP, des budgets d'investissement public. Je suis allé au FECOM, questionner le FECOM sur un investissement qu'avait demandé la mairie de Douala 3e, par exemple, pour l'achat d'une benne. Ils m'ont répondu, ils sont en train de maturer un projet de création d'un parc à Limbé, alors qu'à Douala 3e, on a un besoin urgent d'une benne de 20 tonnes. Moi, c'est une étude que j'ai menée. Moi, particulièrement, je suis allé au FECOM pour ça. Alors, il faut que nous soyons d'accord et sincères. Les régionales, c'est une élection indirecte. L'impact de la région sur la population ne se fait pas de façon verticale. Oui, elle se fait de façon horizontale avec les mairies. C'est sur les mairies que l'impact se fait directement et les mairies les répercutent sur les populations. Là, il faut le reconnaître. Alors, la difficulté que nous avons eue ici, parce qu'il faut surtout que l'on sache, parce que l'essentiel, ce n'est pas de mettre, pour moi, ce n'est pas de mettre l'institution, parce qu'actuellement, ce qu'on veut nous faire comprendre globalement sur ce plateau, c'est que c'est mettre l'institution à tous les prix. Que c'est important de mettre cette institution, voilà, qui s'appelle la région. La région. Cette institution doit être parachevée, et le processus de décentralisation doit être à tout prix parachevé par la mise sur pied de cette institution. Maintenant, nous demandons l'intérêt, c'est pour l'institution ou c'est pour les populations? Si oui, pourquoi est-ce que nous sommes en train d'aller au régional
alors que depuis plus d'1 an aujourd'hui, nous ne connaissons pas encore le contenu du statut spécial des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Est-ce après les régionales qu'on va venir nous présenter notre document, ou bien, comme disait Serge Gauthier tout à l'heure, on va réorganiser un autre dialogue dans lequel on va nous présenter le contenu de ce grand dialogue. Mais Frédéric, honnêtement, c'est vrai, Mani nous a dit ici, le fédéralisme n'est pas la solution. Le chairman n'a pas eu la voix du peuple pour valider son projet de la décentralisation. Mais je lui dis, il ne fait que présenter les chiffres des régions du Nord-Est et du Sud-Ouest, qui reviennent aussi dans les régions des régions francophones. Non, écoutez, vous avez donné 17%, vous avez donné 25% ici et 37% là-bas. Pourquoi ne pas détailler ailleurs? Parce que vous êtes en train de laisser comprendre aux Camerounais que la décentralisation, le fédéralisme qu'on demande aux Camerounais, c'est l'histoire des anglophones. Ça n'a rien à voir avec les francophones. Parce que depuis que nous crions et que nous demandons cela, il n'y a que vous, aujourd'hui, au RDPC, qui nous faites croire que c'est une histoire qui n'est propre qu'aux anglophones. Frédéric, est-ce que, aujourd'hui, au Cameroun, avec cette décentralisation, avec ce conseil régional, Mani le sait mieux que moi, que ce sont les RDPC, notamment du centre, parce que c'est là où ça a commencé, qui ont commencé à se plaindre du code de collectivités décentralisées. Ce sont les maires RDPC qui ont commencé à se plaindre du contenu de ce document. Ces maires estiment d'ailleurs que le document n'est pas parachevé, n'est pas complet, qu'il y a de nombreux amendements. Alors, même à Douala, le même constat a été fait. Pendant que... Alors, pensez-vous à ce moment que l'urgence se trouve à quel niveau? Parachever le texte qui organise les régions, ou bien c'est d'instituer les régions alors que les textes même qui les fondent ne sont pas encore prêts à recevoir l'institution. Donc vraiment, ne faisons pas le jeu de dupes. C'est vrai qu'on parle, on crie, on dit des choses, mais sachons que le plus important, c'est de régler les problèmes qui sont propres aux Camerounais. Au début, nous avons parlé ici du mouvement des Camerounais sur un niveau d'équitabilité acceptable. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, M. Mani, votre parti et vous avez semblé nous dire ici que ce n'est pas le RDPC qui gère le pays, mais je vous dis non. L'article 7 alinéa 1 de la Constitution dit que le président de la République ne doit pas être président d'un parti politique. Mais c'est le président du parti. Écoutez, je vous ai donné la référence. Allez lire et les téléspectateurs vont lire pour vous. Excusez-moi, je ne vous ai pas interrompu. Les téléspectateurs vont lire pour vous. Le président de la République n'est pas censé diriger un parti. Il est président de tous les Camerounais, mais on se rend compte que c'est le président du RDPC qui est le président en même temps de tous les Camerounais. Mais sachez-le, monsieur Mani, la fourberie ne va pas durer longtemps avec le RDPC parce que le peuple désormais sait sur quel pied danser. Vous forcez cette institution que vous appelez la décentralisation, les régionales, les régions. Au nord-ouest et au sud-ouest, vous êtes en mal parce que le SDF ne participe pas à cette élection dans ces régions. Oui, bien sûr, je le dis, parce que dans ces régions, en dehors du SDF, quel parti représenterait encore un adversaire de poids pour vous? Aucun autre parti. Et c'est par là que vous essayez de nous laisser... Non, écoutez, attendez, oui, laissez-moi chuter. Je veux dire à Mani, nous n'allons pas participer à cette élection pour montrer davantage aux Camerounais la maladresse de cette administration et le refus pour cette administration de libérer les populations du nord-ouest et du sud-ouest de taire cette guerre, parce que le cardinal Christian Tomi l'a dit à la suite du chairman, à la suite de nos militants et de nos élus. Nous disons que nous devons d'abord taire les armes avant de mettre les institutions sur pied. Si nous ne taisons pas ces armes, si nous ne... La perspective de voir le statut spécial être mis en route. Nous devons donc sortir des spéculations. Je suis avec la bouche alors que les pieds là.
Mettons la sociopie et voyons ce que ça fait. Mais le statut spécial est arrivé avant les élections. Ce que je vais d'abord dire pour souligner un peu le caractère irrationnel de ce que j'ai suivi là tout à l'heure. Ça a un sens, hein? Ça veut dire que si on ne fait pas en 2020, ils vont nous dire en 2025 que ça fait 45 ans qu'on attend la décentralisation. Donc c'est comme disait le Serge tout à l'heure, c'est un jeu de mots politiques en réalité. Et donc, quand on a rien à dire, on se met à cafouiller, on dit des choses et l'heure concrète dans les mêmes phrases. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je suis désolé. Frédéric. Je suis désolé. Vous avez vos temps de parole, vous avez écouté. Prenez également la peine et la galanterie de l'écouter dans son temps de parole. On ne peut pas se plaindre du temps mis pour mettre sur pied la décentralisation et trouver que le temps n'est pas encore arrivé. Soyons cohérents avec nous-mêmes. Et puis vous avez dit une chose là par rapport à la Constitution dans son article 7. Vous savez, il y a une chose qui est très vulgaire dans ce pays, c'est la Constitution, parce que tout le monde peut la voir. Et s'il y a aussi une chose qui est très stable, c'est la Constitution, parce qu'on ne peut pas mettre dans la Constitution ce qui n'existe pas. Il faut bien lire l'article 7. Si vous voulez, je peux vous la lire, ça n'a rien à voir. Elle dit que le président de la République élu entre en fonction, bref, ça parle des conditions d'entrée en fonction du chef d'État. Donc, ça n'a rien à voir avec ce dont vous Lisez l'article. On peut continuer. Lisez l'article. Oui, il entre en fonction de sa prestation de serment. Il prête serment devant le peuple camerounais en présence des membres du Parlement et considéra le serment est reçu par le président de l'Assemblée nationale. La formule de serment et les modalités. Ben, ça parle de serment. Non. S'il vous plaît. Ma question de ta ça parle de serment comme ça. Si le process qui est lancé aujourd'hui et qui aura un aboutissement le 6, après le 6, va permettre au nord-ouest et le sud-ouest de voir plus clair. On a annoncé le statut spécial dans le Code général des collectivités territoriales décentralisées au lendemain du spécial. Aujourd'hui, où en est-on? Qu'est-ce qu'on peut espérer au lendemain du 6? Ok, bon, donc disons d'abord une chose. Il faut d'abord comprendre que dans le nord-ouest et le sud-ouest, au moment où nous parlons, il y a plusieurs problèmes qui n'ont rien à voir ensemble. Parce que c'est cet amalgame-là qui fait qu'aujourd'hui, on se dit rien ne fonctionne. Il ne faut pas faire d'amalgame. D'abord, dans le nord-ouest et le sud-ouest, le problème politique qui se posait en 2017, parce qu'en 2016, le problème corporatiste qui n'existe plus parce qu'il n'y a plus ni les enseignants, ni les avocats dans la crise actuelle, ils ne sont plus dedans. Le problème qui se pose maintenant qui est politique est un problème de sécession. Ça veut dire quoi? Venez avec le fédéralisme, venez avec la décentralisation pour les tenants de la sécession, comme ils l'ont eu à le rappeler au cardinal Christian Toumi lors de son enlèvement, à savoir, ils sont pour le Southern Cameroun. Il était clair qu'il a fait comprendre sa position qui est le fédéralisme, et les jeunes qui l'ont arrêté l'ont dit, notre problème n'est pas la forme de votre État, mais c'est notre indépendance. Il y a un problème donc qui est d'abord un problème de sécession qui est clairement porté par ceux qui ont pris les armes, par ceux qui les financent et par ceux qui les arment. C'est un problème de sécession qui ne peut avoir aucune réponse ni dans la région, ni dans le fédéralisme. Maintenant, il y a un autre problème qui est un problème politique posé par les partis politiques qui estiment qu'ils peuvent profiter par cette crise pour imposer leur agenda politique parce que ce sont des partis qui prennent un agenda fédéraliste et qui estiment donc qu'ils vont donc profiter de la crise pour donc parler du fédéralisme. Et c'est donc là tout le drame. Parce que ceux qui portent des armes aujourd'hui ne vous parlent pas de fédéralisme, ils parlent de sécession. Et les partis politiques comme le NCF et d'autres qui viennent sur le plateau, vous parlez de fédéralisme alors que ceux-là même qui sont là-bas ne parlent pas de cela. De deux. En plus, on était au grand dialogue national. Quelqu'un dit sur ce plateau qu'on n'a pas évoqué le fédéralisme au grand dialogue national, mais c'est très faux. La commission de la décentralisation que présidait le ministre Philippe Ngwese, originaire du sud-ouest, parce qu'il faut d'abord dire une chose. Sur les 8 commissions qu'il y avait au grand dialogue national,
6 étaient présidés par les fils du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Tous du RDPC. Je vous en prie, je vous en prie. Vous n'êtes pas plus enclin d'un problème anglophone que le cardinal Christian Toumi qui a présidé toute une commission. Vous n'êtes pas plus enclin dans le problème anglophone que M. Simon, qui n'est pas du RDPC. Vous n'êtes pas plus enclin dans le problème du Nord-Ouest et du Sud-Ouest que le docteur Fumoyon, qui est même très proche des ambazoniens, qui a eu à présider la commission pour le retour des réfugiés au Clédon. Donc ne venez pas sur le plateau. Vous avez parlé du ministre du RDPC. Non, écoutez. Je vous en prie. Dans la commission de la décentralisation, lorsqu'on ouvre cette commission, la première prise de parole est faite par le sultan Bombondouya, qui présente lui le problème de la fédération. Il avait été clair. Après lui, John Fundi a pris la parole dans cette commission. Et Libby Robert a pris la parole dans cette commission. Donc, quand vous n'étiez pas demandé à ce qui était que, de quoi est-ce qu'il était question, on a bien parlé de fédéralisme. Et je vais me dire une chose que vous ne connaissez pas, parce que vous avez parlé de choses que donc vous ne maîtrisez en rien du tout. Non. Je vous rappelle que lorsque le problème du fédéralisme est posé, c'est Chief Mokete qui dit qu'en cas de fédéralisme, ils n'ont jamais demandé une union avec le Nord-Ouest. C'est encore dans les journaux. Prenez les journaux du 2 octobre 2019. C'est écrit en noir et blanc. Donc ne venez donc pas ici. Votre président national a dit on va discuter de tout sauf de la forme de l'État. C'est ce que votre président national avait dit. Non. Moi je parle d'un fait. Il avait tenu un discours. Il a dit mais c'est un homme vivant qui l'a fait. Écoutez, vous avez parlé de la écoutez, la minorité qu'on a au nord-ouest et au sud-ouest aujourd'hui, qui défendent la sécession, ce sont eux qui se dressent contre la majorité qui refuse la sécession. Et donc, l'armée n'arrive pas à contenir. Il faut faire le distinguo. C'est une minorité. Ça n'a jamais été la majorité. La majorité est pour la... Je rappelle que c'est votre président national qui a dit nous allons au grand dialogue discuter de tout sauf de la forme de l'État. On vous a déjà suivi, mais vous dites donc il prend des faits. Si vous discutez, on a rappelé les journaux sont là. Les ministres sont du RDPC. Je voudrais les journaux sont là. Allez les prendre et vous allez comprendre qu'il y a eu un débat là-bas sur le fédéralisme. Donc, il était en train de qui n'était pas à l'ordre du jour. Le fédéralisme, on le voit. Et je l'ai dit. Le fédéralisme n'est pas d'actualité aujourd'hui. On est dans un processus de décentralisation. Dans d'autres pays qui sont anglophones, donc ne venez pas nous dire que c'est une panacée. De deux, on a parlé au grand dialogue national, concrètement à ce que vous êtes en train de vouloir dire sur ce plateau-là. Et j'ai dit ceci, ce qui se passe actuellement dans le Nord-Ouest est que ce qui cause les exactions, ceux qui tuent les gens dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest ne sont pas des fédéralistes. Ce sont les sécessionnistes. Ça veut dire que le problème que va régler la décentralisation, c'est le problème de gouvernance locale que les anglophones et d'autres Camerounais, d'autres régions posent depuis longtemps. Mais seulement que dans la région anglophone, ça va plus loin. Parce que quand vous prenez seulement le code général des collectivités territoriales décentralisées, qui aujourd'hui ne fait pas tout à fait l'unanimité. Sur l'article qui parle du statut spécial, on vous parle de quoi? On parle d'une chose qu'on n'a jamais vue dans aucune régionalisation. Alors, dit que le Cameroun sera le premier pays qui fait dans les régions et qui donne la possibilité à 2 régions d'avoir un pouvoir législatif. Ça veut dire que la Chambre des représentants, dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, parce que ça sera 2 chambres pour chaque région, et la Chambre des chefs auront un pouvoir législatif. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le sous-système anglophone, éducatif et judiciaire, ces lois seront désormais décidées par ces assemblées. Ça veut dire que c'est un pays qui va mettre sur pied le programme éducatif en ce qui concerne le système anglophone. Ça fait partie des revendications des indépendantistes. Ce n'est pas Yaoundé qui a organisé le GCI en même temps.
Le DCI n'a jamais été organisé par Yaoundé. S'il vous plaît. Je vous en prie. Le DCI ne fait pas le programme comme le BCE ne fait pas le programme. C'est le ministère qui fait le programme. Informez-vous quand même. Arrêtez avec cela. S'il vous plaît. Chutez, M. Mani. Donc, pour vous dire que pour la première fois, on va voir dans une région, c'est même pas en France. En France, qui est l'une des régions la plus poussée, aucune région en France n'a le pouvoir législatif. Au Cameroun, on va la voir dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et ça va encore plus loin sur les questions économiques. Ils ont la primeur, plus ou quoi, parce que ce texte est clair là-dessus, à savoir, tout projet économique envisagé par l'État au niveau de ces deux régions doit avoir l'aval de ces assemblées. Sans oublier que ces régions auront encore une autre spécificité, qui est qu'ils auront un médiateur, donc ils appellent un médiateur indépendant, qui en réalité, parce qu'il y a un problème qui a été posé de ce côté-là, à savoir la rupture entre les dirigeants et le peuple. Donc, ceux qui seront élus dans le nord-ouest et le sud-ouest auront un médiateur qui vont choisir eux-mêmes dans leur parlement, qui est indépendant, d'autres membres du parlement, et qui sera validé par le président de la République, qui va jouer le rôle de médiation entre le peuple et ses assemblées pour s'assurer que leurs assemblées ne prennent pas de décisions contre leur peuple. D'accord. Donc, alors, il faut faire attention quand on a une solution pour la crise du nord-ouest et du sud-ouest. Le parachèvement de la décentralisation à travers les régions et davantage la mise en œuvre effective du statut spécial. Vous convenez avec moi là que nous avons encore, comme d'habitude, des lois, on dit ici. Mais je veux vous dire que le Cameroun n'est plus au niveau où on vous promet ici, on vous promet ici. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Nous avons fait un dialogue. J'entends là, depuis, on ne fait que me dire que nous avons parlé de ci, nous avons parlé de ça. Mais qu'en est-il aujourd'hui? On parle déjà aux élections qui ont été promises lors du grand dialogue. Ça veut dire qu'au grand dialogue, on n'a parlé que des élections régionales. On a parlé de plusieurs choses. On a parlé je veux du concret. En fait, je veux du concret. On a parlé de libérer plusieurs prisonniers. On a libéré 333 le dernier jour. On a décidé d'amnistier ceux qui déposent les armes dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. On a créé les camps DDR où tous ceux qui déposent les armes de ce côté-là sont dans ces camps. Il y a plus de 600 ex-combattants qui ont été de toutes les façons. On peut citer plusieurs choses. Donc, pour vous dire que nous sommes dans les faits et non dans les incantations comme vous autres. De toutes les façons, c'est bien beau et c'est bien beau quand vous parlez ainsi. Vous dites que ça a été fait. Je ne sais pas si le grand dialogue, si on a organisé le grand dialogue pour régler les problèmes de fond ou pour libérer quel prisonnier, quel qui est ancien combattant. Mais c'était demandé, mon cher ami. Pas les anglophones, je vous en prie. C'était demandé. Non, il faut arrêter cet amalgame-là. Nous parlons des Camerounais. Ce terme des anglophones, ça ne cesse de revenir. Ah bon? Ça cause plus de problèmes que ça ne règle. On a un problème camerounais. Anglophone, c'est qui? Moi j'ai des enfants. Moi j'ai des enfants. J'ai des enfants qui font. Non, vous laissez monsieur aller au bout de sa pensée. On vous a laissé également aller au bout de votre pensée, s'il vous plaît. Merci de garder votre galanterie de ce. Moi je vous ai écouté religieusement, monsieur Mani. Si vous ne prenez pas le temps d'écouter monsieur Mani, je vous ai écouté religieusement. Tout ce qui a été fait. Merci beaucoup. Je disais tantôt à monsieur Mani que ce terme, ou bien cette utilisation abusive de mots anglophones, je vais juste lui poser la question, je me pose la question déjà à savoir, mon enfant qui aujourd'hui fréquente à Douala et fait l'enseignement anglophone, est-il désormais anglophone? C'est une question subsidiaire, il ne relève pas de la... Non, puisque j'aimerais que nous parlons du problème camerounais et non pas du problème anglophone. On a une situation dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Et tout à l'heure... C'est une zone qui
qui est abusivement peut-être appelée zone anglophone. On est dans les usages et les pratiques de tous les jours. Mais aujourd'hui, est-ce que... S'il vous plaît, monsieur, monsieur Mani, merci. Est-ce que finalement, on a une perspective de solution avec ces élections régionales? C'est ça la question. Moi, je n'en vois aucune. Je vais être très clair avec vous. Tout à l'heure, j'ai écouté mon cher Blaise qui parlait... Serge, autant pour moi, désolé, qui parlait, je l'ai écouté religieusement, il a dit, vous faites part de ce que... Vous dites, telle chose n'a pas été faite, mais vous ne dites pas que les autres ont rejeté. Mais je me demande en fait, qu'est-ce qu'ils ont rejeté en fait? Qu'est-ce qu'ils ont rejeté concrètement? Moi, je n'y étais pas. Peut-être ça s'est passé là et puis c'est resté dans les tiroirs. Mais il faut qu'on nous informe clairement que nous avons proposé ci, nous avons proposé ça et ça a été rejeté. On ne fait que nous dire, nous avons parlé de ci, nous avons parlé de ça. Nous sommes à plus d'1 an après le grand dialogue. On a parlé de ci, on a parlé de ça. C'est la même chose qu'ils sont en train d'annoncer des régionales. Maintenant, vous présentez ces régionales qui viendra régler les problèmes de la crise anglophone. Et M. Mani, tout à l'heure, dans sa prise de parole, il me fait savoir que le problème dans ces zones, dans cette zone pour certains, parce qu'il faut également reconnaître qu'il y a beaucoup de camps dans cette histoire désormais. Le problème là pour certains, c'est la sécession, comme il est dit. Le problème pour d'autres, c'est le fédéralisme. Ils vous ont dit ça quand? Et quand vous dites que la sécession... Ils vous ont dit quand? Ils vous ont dit quand qu'ils voulaient la sécession. C'est qu'ils ont pris les armes, on dit clairement qu'ils veulent là. Donc ils l'ont dit... Et je vous rappelle que... Monsieur Mani. Qui? Moi, je vous rappelle également que ceux qui ont capturé le cardinal Christian Toumi, j'ai vu une vidéo également qui circulait sur la toile où il disait n'avoir jamais commis des crimes et des actions, qui n'ont pas tué, que c'est leur premier forfait, mais il donnait leur position en fait, d'après ce que j'ai suivi. Et je veux également faire comprendre que moi, par exemple, j'ai été dans cette zone-là. La psychose, elle est grave. Quand vous vivez... Justement, si la psychose est grave, on peut estimer... Il faut prendre ce problème au sérieux, monsieur. Je suis tout à fait d'accord. On nous présente là les régionales qui viendront régler automatiquement la crise. On l'a pas dit. Ça, c'est une flagonnerie. Vous l'avez dit. Vous me faites comprendre qu'au grand dialogue, par exemple, voilà les régionales qui arrivent. Moi, j'ai un problème, j'ai une question. Je veux juste savoir, qu'est-ce qui a été fait depuis le grand dialogue? Qu'est-ce qui a été implémenté sur le terrain, en fait, pour ceux qui se vantent d'avoir été au grand dialogue? D'accord. On va prendre un dernier tour de table pour chacun d'entre vous. J'espère qu'on pourra tenir dans les 5 minutes pour permettre également que durant les 5 dernières minutes, on lise quelques SMS des téléspectateurs. Ils écrivent à travers plusieurs plateformes. Les SMS classiques, il y en a plusieurs. Des SMS ou alors des messages WhatsApp, il y en a également plusieurs. Nous voyons également que des internautes continuent d'envoyer des messages sur notre plateforme Facebook, LTM TV officielle. Ismaël, donc vous, du Social Democratic Front, vous n'y allez pas. Est-ce que vous allez donner tout de même un mot d'ordre à vos conseillers, ou alors vous leur direz, malgré notre position, vous n'allez pas aux élections du 6 décembre prochain? De toutes les façons, nous attendons le mot d'ordre du parti parce que le NEC va se réunir certainement avant la date du 6 et puis nos conseillers, nos élus auront certainement à ce moment-là le mot d'ordre du parti parce que vous savez, nous fonctionnons selon une logique qui est celle également comme toute entité. Nous avons une discipline et puis la position du parti est celle que tous les élus devraient observer. Je voudrais surtout préciser vraiment parce que il y a beaucoup de choses. On nous a dit qu'on a créé le DDR. Moi, je me rappelle, on a vu les membres, ces jeunes qui se retrouvent dans ces centres qui se sont plaints la dernière fois de ce qu'ils veulent déjà rentrer chez eux parce que le temps qu'ils sont restés là-bas, ils veulent rentrer, retrouver leur famille, ils ont des enfants qui vont envoyer à l'école. On a vu
l'ancien gouverneur du littoral, c'est lui qui est Monsieur Fayengo Francis, qui est descendu dans un des centres du DDR. Et puis, il y avait une grosse grogne de ce côté-là. Et je voudrais surtout rappeler à M. Mani, il a demandé à tout le monde de l'écouter et nous l'écoutons. Je rappelle à M. Mani, il y a toujours depuis 61 au Cameroun que nous avons connu 3 mouvements. Ceux qui voulaient rentrer, ceux qui voulaient le fédéralisme, ceux qui voulaient rentrer au Cameroun et ceux qui voulaient la sécession. Et je vous le dis parce que c'est mon territoire et je le maîtrise mieux que vous. Ah bon? Ceux qui demandaient la sécession aujourd'hui, ils sont une minorité et ils n'ont toujours été qu'une minorité. Et ce sont eux qui sont aujourd'hui sur le terrain en train de frustrer et de créer ces psychoses dans les esprits des populations qui refusent d'adhérer à leur projet et ils utilisent la violence. Monsieur Mani, je voudrais faire remarquer aux téléspectateurs que, honnêtement, ces régionales ne vont rien apporter, ne vont rien contribuer jusqu'à ce que ce pays soit stable, jusqu'à ce que la résolution de la crise soit effective sur le terrain et que votre statut spécial soit énoncé avant cela. On ne pourront rien attendre de ces régionales comme que finalement, des autres élections. Avec son arrivée, on aura un pas de plus vers soit la résolution de la crise anglophone, mais également vers peut-être une véritable gouvernance locale. La gouvernance locale est en route depuis 1990. J'ai dit peut-être une parce que la gouvernance, parce quand on parle de collectivité territoriale décentralisée, on parle des communes et de la région. Je vous rappelle que jusqu'en 1990, c'est les chefs de l'État qui nommaient les maires. Et les mêmes gens nous disaient, ça ne sert à rien qu'on vote les maires, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on dit aux mêmes gens que qu'on repart à l'époque où on nommait les maires par des présidentielles, les mêmes vont vous dire que non, on ne peut pas rentrer en arrière pour vous dire que chaque avancée démocratique est à saluer. Ça veut dire que nous allons vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'important. J'aurais bien voulu que ceux qui sont contre la décentralisation, contre son implémentation, nous disent ce qu'ils offrent concrètement. Et je refuse qu'ils avaient ce plateau parler au nom des choses, parler au nom d'une population qui ne maîtrise même pas. Je vais vous dire une chose, mon père est né à Kumba, pas pour rien, parce que sa mère y est originaire. Quand je m'en vais à Kumba, je ne m'en fais pas dans mon village. Donc faites attention quand vous venez sur le plateau dire des choses. C'est parce que nous autres, on n'aime pas se faire prévaloir des choses qui n'ont aucun sens. Parce qu'en réalité, moi je suis un Camerounais dont mes grands-parents sont originaires de 4 régions. 4, sud, ouest, centre et sud-ouest. Donc pour vous dire que ne venez pas souvent sur le plateau dire des choses qui n'ont aucun sens. J'ai une famille. Non, on va pas dans ce débat. Et j'ai dit, personne n'a mené une enquête sur le fédéralisme dans ce pays pour venir parler de majorité. Nous, on s'en tient aux élections qu'on a faites dans ce pays où les autres ont eu à se prononcer sur un certain nombre de Merci beaucoup à vous, M. Mani, également. Aujourd'hui, c'est le temps. Et cette paix passe par une chose, la gouvernance locale de leurs problèmes et la lutte contre la gouvernance locale. Vous êtes d'accord pour cette nouvelle gouvernance locale qui est en perspective? Ce n'est qu'une nécessité. Le monde aujourd'hui fonctionne comme cela. C'est-à-dire qu'il faut que les pouvoirs, un maximum de pouvoirs appartiennent aux populations, les populations se retrouvent. Mais moi, je suis plutôt inquiet. Et j'étais sur un plateau ou gêné, si vous voulez, parce qu'inquiet, gêné, sur un plateau de radio auquel une émission de débat à laquelle je participais, quelqu'un me disait, vous allez aux élections lorsque nous étions au municipal, au législatif, vous allez aux élections après la crise anglophone, et le journaliste était tellement acquis à cette cause qu'il m'a embarrassé. Je ne vais pas citer son nom. Je lui ai dit, la crise anglophone existe depuis quelle année? Il me dit depuis 2016. Avez-vous déjà fait un seul jour de micro-mot? Parce que vous aimez tellement les anglophones. Beaucoup sont en train de parler. Ils ont récupéré la crise anglophone comme fonds de commerce politique. Moi, mon leader, je prends des cas précis. Lorsqu'on a assassiné, massacré les enfants à Limbe, à Kumba, Serge Espoir Matomba s'est rendu un jour après auprès des familles éprouvées.
Beaucoup vous parlent de la crise anglophone. Vous dites que rien n'existe et n'a de valeur que... Ils font des tournées européennes, internationales, mais ne vont pas au NOSO. Question pratique. Paris, Londres, Berlin, New York, est-il plus loin ou plus proche que Bamenda? Voilà les faits. Et je prends les Camerounais à témoin parce qu'on parle de la réalité politique, pas de l'enfumage. D'accord. Donc, gouvernance locale, pour une bonne gouvernance locale. Gouvernance locale, mais pas récupération de la crise anglophone comme fonds de commerce politique. Parce que le Cameroun peut continuer à fonctionner avec les 8 autres régions qui organisent, qui fonctionnent avec les régions, dont les régions existent. Et maintenant, lesquelles régions se battent pour que les frères de l'autre côté trouvent la paix. Mais on ne peut pas arrêter de façon globale le fonctionnement des institutions parce qu'il y a 2 régions qui sont menacées. Parce que ça fait même partie pour qu'il y ait cette paix, il faut que tout le monde s'implique dans l'affaire. Si on les abandonne avec c'est que nous-mêmes, nous sommes inconscients et inconséquents. Merci pour beaucoup. Que la ville, et c'était pas là que je suis. Pour que le problème qui doit être résolu chez moi à Bokito, dans l'Oignon Ekele, dans la Sadaga maritime, dans l'Onkam ou dans le Nord, le problème d'eau, d'électricité soit résolu. Il n'a pas forcément besoin de la crise anglophone. Mais là, quand même, cette crise anglophone a besoin de la compassion des gens. Donc, on ne dit pas aux gens que les régions sont inutiles ou la décentralisation est inutile lorsque les gens ont en même temps des problèmes collectifs et des problèmes spécifiques. Merci beaucoup à vous, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Quelques SMS, bonsoir au plateau. Merci au RDPC et au PURS pour la lumière. Il n'y a que le SDF et surtout le MRC pour nous prendre pour des cons. Et ils croient avoir le souci populaire alors que leur but est particulièrement hypocrite. Merci encore au RDPC et au PURS. Bonsoir au panel, la crise anglophone est un problème beaucoup plus sérieux qu'on ne le pense et ces régionales n'y changeront rien. C'est la triste réalité, cependant, elles sont importantes pour l'après-BIA, même s'il faut reconnaître que cette décentralisation est tronquée à divers niveaux. C'est M. Martin Légigotte depuis Yaoundé qui nous a envoyé son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous, je félicite le grand frère du Mbam, par ailleurs communiquant pour le PURS d'être venu sur ce plateau. Nous étions assoiffés d'informations, nous en avons eu davantage sur le rôle premier d'un parti politique au-delà de l'importance de ces élections régionales. Daniel Bissiongol Balata, étudiant à l'université de Chang, qui nous a envoyé son message et qui nous demande de remettre sur la table du débat cette problématique. Bonsoir, le MRC demande la modification du code électoral. C'est avec quel code qu'ils disent avoir gagné les élections en 2018? Bonsoir à vous sur le plateau. Que le monsieur du MRC cherche d'abord où sont passés les PV pour venir parler des élections régionales. Bonsoir à vous sur le plateau. Très belle thématique, s'il vous plaît. Dites aux militants du SDF d'éviter de mépriser l'armée camerounaise et de triompher devant les sécessionnistes. C'est Ahmed qui nous envoie le message et qui nous invite à remettre sur la table du débat la problématique de la suspension ou de l'interdiction du mouvement 10 millions de nordistes par le ministre de l'administration territoriale. Nous avons pris bonne note de votre revendication. Bonsoir à vous sur le plateau. L'article de la Constitution ne correspond pas à ce qu'a évoqué le militant du SDF sur le plateau. C'est M. Mohamedou Aminou, militant convaincu et convaincant du RDPC, conseiller municipal à la commune de Yaoundé 2e, et qui nous envoie cette autre problématique. Bonsoir à vous sur le plateau. Il n'y a pas que la vérité qui fâche, comme c'est le cas avec ce qu'on appelle l'opposition de la convenance, s'il vous plaît. Il faut davantage respecter le peuple et non le ventre. C'est une autre réaction qui nous a été envoyée dans le cadre de cette émission sur la télévision du Monde. Autre réaction qui nous a été envoyée. Je suis désolé pour le monsieur Dupuis qui dévie le débat sur le MRC. À l'écouter, le RDPC ne devrait plus se déranger à se faire représenter sur le plateau. Si le SDF et le MRC sont encore loin de leur objectif, les partis comme le PUS ont atteint
chacun le leur, faire entendre leur voix. Charles, qui nous envoie également sa réaction dans le cadre de cette émission de ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Pour moi, les régionales ne changeront rien. Depuis un an du grand dialogue, rien n'est fait sur le terrain. Il y a quoi dans le statut spécial qui nous a été proposé par le RDPC, qui manque par ailleurs d'arguments. C'est Romaric qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau, s'il vous plaît. Que cherche véritablement le RDPC? Offrir des postes à ses militants ou alors apporter des solutions au bien-être des populations? Pourquoi cette autre élection? Monsieur Makita qui nous envoie notre réaction ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Le RDPC utilise les partis politiques de l'opposition comme des marionnettes qui accompagne un mandat qui peut ne pas être représentatif. Il a aujourd'hui de nouvelles victimes sous son escarcelle. C'est ce que nous dit cet autre téléspectateur dans le cadre de cette émission de ce soir. Julien ou Jean-Lucien de Yaoundé, le monsieur du Plus dit beaucoup de choses qui ne sont pas du tout la vérité. Aussi, il parle comme un allié du parti au pouvoir. Dommage qu'en face, le RDPC et le MRC ne comprennent pas grand-chose à la réalité sur le terrain. Je pense que le représentant du SDF a certainement raison en ce qui concerne la Constitution, mais davantage, il s'agit de toute autre chose lorsqu'il évoque la Constitution. Monsieur Elong Emmanuel, depuis Yaoundé, et puis nous retrouvons avec beaucoup de plaisir notre téléspectateur fidèle du Gabon. C'est tellement avec lui qu'on va mettre un terme à cette émission. Bonsoir à vous. Merci à vous de nous avoir permis de vous suivre à nouveau. Nous sommes très fiers de vous avoir retrouvé. Le MRC est toujours dans la logique, dans leur logique que les efforts du gouvernement sont malheureusement à mettre sous nos pieds, et parce qu'ils veulent le voir échouer en tout temps et en tout lieu, surtout si ce qu'ils disent n'est pas appliqué. Ils n'ont pas encore compris qu'ils ne sont pas représentatifs sur la scène politique camerounaise. Là où on attend le RDPC, c'est après ces élections, ils ont intérêt à présenter les impacts réels et les effets positifs de cette décentralisation dans chaque région du triangle national. Très grand bravo aux représentants du peuple uni pour la rénovation sociale. Très bonne émission à vous. David depuis le Gabon qui nous a envoyé également sa réaction. Merci à tous ces Camerounais qui nous ont écrit sur nos différents points d'accès. Ils sont également très nombreux à nous écrire encore sur la page Facebook depuis la Suisse, depuis la France, mais également depuis le Cameroun ou encore dans d'autres pays pour nous accompagner dans le cadre de ce débat intellectuel citoyen sur la télévision du monde. Merci à tous les représentants de formation politique MRC, SDF, PUS et RDPC. Mesdames, Messieurs, c'était tout au clair de ce mercredi. On espère vous avoir accompagné tout au long de cette semaine. Et nous vous donnons rendez-vous lundi, mardi et mercredi prochain dans le cadre de ce programme sur la télévision du monde. Bonne soirée sur l'antenne de la télévision du monde et à très bientôt. Au revoir.